Salut Mathieu, comment ça va? Eh ben ça va, en fait, j'ai pas l'impression d'être prêt parce que je suis en train de cliquer sur toutes les fenêtres, de ce que j'avais Ah. préparé. C'est pour ça que je te disais: «Fais l'intro» parce qu'en fait, j'ai besoin de 1 minute de plus pour, remettre les pages web au bon endroit. Mais, Bah écoute, je je vais t'en prie. introduire le sujet en tout cas aujourd'hui. Donc, alors à la base, on devait parler des scene stock, d'évolution AB, voilà toutes les actions un peu qui tournent autour des business du péché entre guillemets. Et Je finalement, Mathieu m'a suggéré un sujet assez intéressant qui sont en fait toutes les news des big tech en ce moment, puisque c'est ce que les Américains appellent le Techcember, donc toutes les big tech qui font leurs news au mois de septembre. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Alors Alphabet est un peu en avance parce que eux ils avaient fait leur Google I.O. Avant l'été, je c'est crois ça. juin par là. Mais du coup en septembre on a eu Apple, on a eu Meta, il y a eu pas mal de news d'Nvidia aussi et un peu du côté de la Chine. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Bah, écoute, je pense que c'est le bon timing, d'autant plus que moi, j'ai regardé toutes ces confs. Donc j'ai Ouais. vu celle de Google. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur, et sur ma chaîne principale, en avril, et sur ma chaîne secondaire, je dois être à 2-3 vidéos. Parce que j'essaye de vraiment comprendre où ils en sont de Search, on va en parler. J'ai vu celle d'Apple, je sais pas si tu l'as vue. J'ai vu celle de Meta, je sais pas si tu l'as Ouais. vue. Alors Apple, j'ai regardé le résumé. Dis-toi que normalement, moi je suis un fan hardcore d'Apple depuis 2020. C'est-à-dire que j'étais chez Android avant, j'ai basculé chez Apple en 2018 avec l'iPhone X de mémoire, c'était mon premier iPhone. Mmh. Et, Tu euh, jeune. et j'ai exactement. Et je suis passé chez Mac aussi au même moment et toute la suite, les AirPods, l'Apple Watch. Enfin, j'ai vraiment tout eu, l'iPad, même un iMac. Enfin bref. Et en fait, depuis 2020, je regarde toutes les conférences d'Apple sans exception. Ouais. Et là, c'est cette année les premières que j'ai pas regardées, tout La simplement parce que je dernière est trouve que ce que fait Apple en ce moment, c'est inintéressant au possible. Et ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un résumé de 10 minutes sur YouTube. C'était très bien fait. Et en 10 minutes, tu as toutes les infos nécessaires. Et y a pas grand-chose, de toute Écoute, façon. je j'ai fait une vidéo, React, c'est un truc que je faisais, il y a longtemps sur ma première chaîne, heu, qui est devenue, un autre délire, et j'ai rouvert une deuxième chaîne pour faire ce que je faisais sur la première. Tout ça n'a aucun sens. Mais j'ai du coup, je me suis farci la vidéo complète, d'Apple, donc celle du lancement de l'iPhone 17. Ouais. Sachant que j'avais fait, la même vidéo complète, comment s'appellent les ventes de Google là en avril, La Google I.O. Google I/O, voilà. Je l'avais vue en entier, et j'ai regardé celle de Meta en entier aussi, et quand tu regardes tout, Apple, c'est lamentable. Alors je te le dis clair et net, Apple, c'est lamentable de A à Z. Donc là, je te donne mon premier feedback, si tu veux, tu as, je sais plus ce que c'est, 1 heure de conférence. Ouais. On était sur un mode, lancement d'iPhone, façon 2019-2020, 2021, heu, que des mecs qui blaguent. Tout ce qui était présentation de l'iPhone, c'était soit de la pub montée, soit des photos. Heu Mhm. et puis les ratios des sujets discutés étaient complètement fous, quoi. Tu as le 1er, les premières 15 minutes, c'était les AirPods, le quart d'heure qui suivait, c'était l'Apple Watch, et la dernière demi-heure, c'était l'iPhone 17 sous ses quelques déclinaisons. Mais évidemment, tout le monde aujourd'hui, que ça soit les clients, ou les actionnaires, tout le monde chez Apple s'attend à ce que Apple fasse le point sur l'intelligence artificielle et où ils en sont. Ouais. Et là, c'est là que ça pêche parce que si tu veux, dans toute la présentation, ils ont fait, peut-être 20 secondes où Apple, 20 secondes, hein, c'était, je plaisante pas, quoi, Mhm. où Apple Intelligence était mentionné, et c'est là où c'était scandaleux, c'est que que c'était même pas de la démo enregistrée, c'était des photos. Ils te montraient des photos, en slide, su comme quoi, l'Apple pouvait faire, bon, tu pouvais cliquer sur une image et changer, un tabouret en pot de fleurs, quoi, un truc tout le monde n'en a rien à cirer, quoi. Et le Oui. deuxième truc, c'était la traduction live de conversation.
Et là, ils te Ouais. disent, vous pouvez faire la traduction live. Et là où c'est complètement lamentable, c'est que Google a fait ça il y a 1 mois. Donc ils savaient ce que Google avait fait, comment ils l'avaient fait. Google l'avait fait avec Jimmy Fallon, donc avec une espèce tu sais, c'est le mec qui joue le rôle du gars qui est un peu teubé, qui est là pour faire la connexion Oui, avec dans l'audience leur là. présentation qu'ils ont fait un peu en mode talk show là, Exactement. pour le Pixel, ouais. Avec des démos live. Mmh. Et la traduction live, c'était Jimmy Fallon qui parlait à une Espagnole. Ouais. Donc voilà, Apple ayant fait ça en 20 secondes avec des slides photos 1 mois après Google, moi je me suis dit non, là quand même, c'est vraiment lamentable. Mais bon, il y a plein d'autres sujets, mais vas-y, je t'en prie, si tu as une remarque sur Apple que tu connais mieux que moi. Effectivement, en fait, moi j'ai pas mal de choses à dire sur Apple et sur Google, parce que en fait, moi, Apple de base, c'est une Mm. société, ça doit être la première société que j'ai achetée. Je l'avais achetée même avant de m'intéresser concrètement à la bourse, puisque j'en avais acheté en 2019 sur Revolut. Tu sais, j'avais dû en prendre 300 balles, un truc comme ça. Mm. Et c'est toujours une société que je me suis dit, c'est une valeur sûre, je l'aurai tout le temps en portefeuille. Au final, je l'ai revendu en juillet, je l'ai revendu donc après la WWDC, que je me suis farci. Du coup, c'est la dernière conférence Apple que j'ai regardée en entier et qui m'a extrêmement déçu. Bon, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais parce que je trouve que Liquid Glass est horriblement moche. Et quand bien même ça serait une affaire de goût, au-delà d'être moche, en tout cas pour moi, c'est hyper mal fini, dans le sens où tu as plein d'endroits où le texte est illisible, ou en tout cas était illisible. Ils ont essayé de patcher les trucs, mais alors, franchement, les patchs qu'ils ont fait, c'est digne d'un... Enfin, je sais pas, on dirait un thème custom Android, en fait, leur truc de C'est Liquid Glass. c'est- c'est incroyable ou pas? Et et il y a plein de problèmes, il y a plein d'endroits, voilà, où ça matche pas, il y a plein d'incohérences dans le design, dans comment c'est exécuté. L'exécution va pas du tout, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a mis le red flag sur pourquoi vendre Apple, parce que pour moi, ce qui fait l'ADN d'Apple, c'est le design. Apple a toujours été perçu comme étant la boîte qui arrive pas forcément premier, mais quand ils arrivent, ils ont le produit le mieux fini, le plus léché, avec 0 défaut, et tout ce que tu vois d'Apple, t'es censé trouver ça beau. Euh, Moi, Apple, à chaque fois qu'ils sortaient un produit, je me disais, ouais, purée, tu sais pas l'expliquer, mais il y a un côté, ils font mieux que la concurrence, sans trop savoir comment. Et en fait, à la WWDC, c'est la première fois que j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire que je me suis dit, putain, un truc que fait Apple, c'est moche en fait. Donc pour moi, l'avantage compétitif est mort à partir de ce moment-là, donc j'ai préféré revendre ma position. Et en plus de ça, ça intervient après la sortie donc des Pixels qui avaient été annoncés à la Google I.O. Et du coup, je me suis farci pas mal de vidéos de comparaison entre les Pixels et les iPhones. Et il se trouve que moi j'avais l'iPhone 12 Pro et qui commençait sérieusement à déconner parce qu'il avait plus de batterie, il me tenait même pas une demi-journée et surtout le port Lightning pour le charger, il marchait plus, ce qui fait que j'étais obligé de le charger en MagSafe tout le temps. Sauf que MagSafe c'est pourri parce que ça chauffe et parce que ça charge, enfin, c'est hyper lent à charger le téléphone, donc j'aimais pas du tout. Ça, Le chargeur c'était est au bout de hyper combien lourd, de il prend temps? trop de place. 5 ans, je l'avais acheté en 2020, le 12 5 ans Pro. quand même, ouais, d'accord. Donc il a bien tenu, quand même, il a bien tenu, faut lui accorder ça. Et du coup, ça m'est venu petit à petit dans la tête l'idée de basculer chez Google, d'autant que Google depuis, je suis devenu actionnaire et c'est ma plus grosse position aujourd'hui, ça représente à peu près 17 de mon portefeuille, surtout après la récente hausse qui a bien fait plaisir pour le coup. C'est une énorme Et erreur, de d'être actionnaire de Google ou de ne pas l'être. Je conclus pas. Je sais qu'il y a une énorme erreur ah, sur Google. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou moi. Ça, on conclura dans 10 ans. Mais il y a un de nous deux qui s'est effectivement, planté avec cette boîte. mais je comprends pourquoi tu Euh, dis ça avec Search. ouais. Et en fait, du coup, donc, il se trouve que samedi dernier, j'étais à Paris Hmm. avec mon iPhone 12 Pro et que Jean, donc salut à toi Jean, parce que je sais qu'il écoute tous les podcasts maintenant dans les bouchons, Hmm. Jean Salut voulait Jean. s'acheter un MacBook. Parce que pour son boulot, en fait, il a besoin d'un ordinateur portable parce que du coup, il passe ses journées dans les bouchons et il aimerait pouvoir bosser depuis le camion. Et
Et il avait actuellement un Windows, mais c'était une brique, quoi. C'était un ordi gamer avec des LED de partout. Enfin, le truc, tu peux pas le transporter, c'est pas possible, ça pèse 10 kilos. Donc, il voulait aller voir pour les MacBooks, notamment les MacBook Air, et il voulait passer à l'Apple Store. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais quoi, on passe à la Fnac de Châtelet, donc Châtelet à Paris, donc le Westfield, là. Et comme ça, on regarde en même temps les pixels. Parce que moi, j'étais curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai, j'en avais jamais vu. Donc, on va à la Fnac. Jean achète son MacBook Air. Donc, en plus, il y a des offres promotionnelles à la Fnac. Donc, c'est plus intéressant d'aller à la Fnac qu'à l'Apple Store. Il a eu, je crois, 100 € de réduction, un truc comme ça. Et donc, on va voir les pixels. Et là, en fait, je me fais alpaguer par le vendeur qui commence à me vanter tous les mérites du pixel et qui me dit que lui, il était chez Apple il y a 3 mois et qu'il a basculé chez Google du coup. Donc effectivement, il prêchait un convaincu parce que je connaissais déjà tous les points forts du téléphone, notamment le fait que la nouvelle version d'Android, Android 16, soit vraiment hyper agréable, je trouve, en termes d'interface utilisateur. Ils ont fait plein de choix hyper intelligents. Et bien sûr, l'intégration de l'IA dans le téléphone qui est vraiment top. Donc il prêchait un convaincu et en plus de ça, il me dit tu tombes bien parce que ce week-end, il y a une offre de lancement qui est faite par Google. C'est-à-dire qu'à la Fnac, on a l'offre de reprise des téléphones. Donc en fait, il me reprenait mon 12 Pro, il a fait la simulation donc à 165 €. Et en plus de ça, Google rajoutait 250 € de reprise. Ce qui fait que en fait, je me retrouvais avec le téléphone, vu que je l'ai acheté avec la boîte, sans la TVA, à peu près 400 balles. Ce qui est vraiment hyper intéressant. Donc forcément, j'ai craqué, je l'ai pris. Et donc j'ai changé, j'ai maintenant un Pixel 10 Ah, et écoute, j'en suis félicitations. extrêmement satisfait et Moi, je je suis sur trouve du que Samsung Galaxy. C'est Android aussi, OK, mais effectivement, mmh. effectivement. Et en fait donc ouais, j'étais chez Android avant Mmh. et quand j'ai basculé chez Apple, j'ai eu l'effet en 2018 de me dire: «Waouh, tout est plus simple, tout est mieux, tout est génial». Et là, j'ai eu l'effet inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis repassé chez Android, je me suis dit: «Mais en fait, c'est 1000 fois mieux». Il y a tellement de points qui sont supérieurs. Je t'ai fait une petite liste, Vas-y, je notamment, t'en moi je prie. trouve que l'application Google Photos est mieux que l'application Apple Photos, en termes d'organisation des photos. YouTube Music éclate Apple Music. Là, pour moi, il y a même pas de discussion. Hem, J'avais été chez Spotify. Je trouve que leur force, ça avait été, de pouvoir te suggérer toujours des nouvelles musiques que tu connais pas et que tu vas aimer. Alors que Apple Music, donc j'avais basculé chez Apple Music pour avoir, tu sais, l'offre, Apple One avec, le stockage iCloud, tout compris et cetera. Et en fait, c'est pourri parce que tu te retrouves à toujours écouter la même chose et tu jamais de suggestion intelligente où il va te dire, «Tiens, ça je sais que ça va te plaire, mais tu connais pas encore», tu vois? Il y a pas ce côté intelligent de découverte que tu avais dans Spotify et que je retrouve dans YouTube Music aujourd'hui. Donc quand tu mets une playlist ou une radio ou quoi, c'est toujours, hyper pertinent les titres qui sont présentés, donc ça, c'est cool. Je trouve que le Face ID de Google, est plus rapide. Il est plus rapide et en plus, ils ont Touch ID, sous l'écran pour le Pixel, donc ça, c'est génial parce que sur les iPhones, tu as que Face ID et quand tu veux utiliser, je sais pas, ton téléphone, il est posé sur le bureau, tu veux juste regarder un message ou tu veux juste ouvrir la calculette ou quoi, tu es obligé de le prendre, de mettre ta tête devant, ça prend 30 ans, enfin vraiment, c'est Mmh. Touch I le fait de pouvoir déverrouiller avec le pouce en plus, je trouve ça génial. C'est un gain de temps, monstrueux, surtout que Face ID, dès que tu as des lunettes de soleil, ça marche pas, dès que tu as une mèche de cheveux devant ou quoi, ça marche pas, enfin c'est vraiment galère. Je trouve la nouvelle version d'Android, donc comme je te l'ai dit, bien meilleure que Liquid Glass. Le mode Ah, nuit, je sais je pas à sais quoi pas ça sert si, Liquid Glass, hein, mais à rien. Je sais pas si tu as pareil sur Samsung, je sais pas comment c'est présenté, mais le mode nuit de Google est hyper bien foutu parce qu'en fait, il te passe le téléphone en noir et blanc. Et je trouve d'accord. ça hyper intelligent et même plus intelligent que le Night Shift qui est censé sur Apple donc enlever la lumière bleue. Là, tu es en noir et blanc donc forcément tu pas de lumière bleue. En plus, il y a un côté vraiment esthétique. Bon, le centre de paramètres est mieux organisé, l'application météo est beaucoup mieux foutue, il y a plus de données, les notifications sont beaucoup mieux gérées, elles sont regroupées par application, c'est vraiment bien foutu. L'intégration Gemini est top, je m'en suis servi quelques fois. Il y a pas encore toutes les fonctionnalités qui sont dispo, aux États-Unis en termes d'IA, mais il y a des trucs sympas. L'intégration Google News avec le feed d'actualité personnalisé, sur le Oui. côté, ça c'est top. C'est quelque chose que tu pas chez Apple parce que Apple News, c'est juste pas dispo, hors États-Unis.
L'application Notes, l'application Keep de Google, en fait, je l'ai jamais utilisée. Là, je m'amuse à l'utiliser et elle est beaucoup mieux foutue, je trouve, que celle d'Apple. Tu as plus d'options, notamment en termes de liste de tâches. Pareil, les contacts, c'est beaucoup mieux. Les horloges, c'est beaucoup mieux géré. Pour mettre une alarme, ça prend 2 secondes, alors que sur Apple, tu es obligé de scroller tous les trucs et tout, c'est hyper long. Et en plus de ça, chose qui est incroyable, mais sur iOS, tu ne peux pas définir une sonnerie d'alarme personnalisée. Alors que sur Android, tu as YouTube Music, tu vois, tu mets la musique que tu veux en sonnerie, ce que tu ne peux pas faire sur iOS. Ah, mais sachant qu'après, ils te permettent de personnaliser leur liquid glass à l'infini, rendant les Ouais. téléphones dégueulasses, mais tu peux pas changer la musique, quoi. Mmh. Non. Exactement. Et après, pour moi, il y a quand même quelques points qui restent moins bien, mais c'est à la marge sur Android. Donc Google Wallet, je trouve, est inférieur à Apple Wallet en termes d'expérience. L'application santé d'Apple est également plus complète et mieux foutue, je trouve, que l'application Google Fit. Pareil pour l'application Apple Passwords. C'est mieux foutu parce que tu as les codes 2FA qui sont générés dedans. Tu les codes à 6 chiffres là, qui se renouvellent toutes les 30 secondes. Alors qu'avec Google, tu es obligé d'utiliser Google Authenticator. Et la calculatrice. Bon, l'application calculatrice est bien mieux aussi chez Apple, mais j'ai envie de te dire, c'est un détail. Bon, là, on est dans les détails, ouais. Écoute, il y a énormément de... Bon, là, on est sur le comparatif produit, ce qui est très important. Je pense que les 3 points que moi, je ramènerais de tout ce que tu as dit à ce qu'on est censé en interpréter pour ce qu'on fait nous, à savoir l'investissement long terme. Donc en gros, j'aime bien rappeler ce principe parce que comme ça replonge quand même toujours le sujet dans le fondamental. Le but du jeu est toujours le même. Tu essayes d'avoir un avis sur les bénéfices futurs. Et les bénéfices futurs sont très faciles à estimer par projection des données passées. Ça, c'est ton logiciel qui le fait avec brio. Donc tout ça, c'est bien et c'est du coup très facile de nos jours d'estimer un prix pour une entreprise en fonction de la projection des bénéfices futurs. Ouais. Et donc, comme tout ceci est automatique, facile, accessible sur plein de plateformes comme IQ Invest que tu as mis en place, moi je fais un petit peu des choses différentes sur mon site Snowball, mais ça rejoint aussi cette idée d'avoir un avis sur les entreprises. À la fin, il faut avoir un avis sur ses bénéfices futurs. Voilà, d'où la comparaison de produits que vient de faire Hugo. Alors, il y a plusieurs aspects en deux catégories là que je veux mettre en avant. C'est que déjà, si on s'amuse à comparer les produits, ça marche dans les deux sens. Donc, si l'iPhone a un problème, il faut s'assurer de la part que représente l'iPhone dans les revenus d'Apple. Et c'est très exactement 51% en 2024, donc c'est énorme. C'est 50%, voilà. Inversement, quand on est dans les années 70-80 et qu'il y a Pampers qui arrive sur le marché, les couches jetables et compagnie, n'importe quel investisseur aurait pu comprendre que ce produit allait être super porteur et que c'était l'affaire du siècle pour un investisseur. Le problème, c'est qu'il était noyé dans la galaxie de produits Procter & Gamble qui faisait qu'en fait, on ne pouvait pas surfer sur la vague Pampers, quoi. J'étais pas né à l'époque, mais c'est un exemple qui est parlant. Je suis vieux, mais j'en suis pas là. Donc tout ça pour dire que c'est très important de parler des produits, mais c'est uniquement pour avoir un avis sur les bénéfices futurs, et cet avis ne compte qu'en fonction du poids de ces produits dans les segments de vente, et ce genre d'info est facilement trouvable de nos jours. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième point, tu as mentionné l'avantage d'Apple d'avant, qui était la capacité qu'avait Apple d'être le fit to market. Donc souvent, quand on pense à une entreprise, tu fais ton logiciel, je fais mon logiciel, tous les gens qui ont une idée d'entrepreneuriat, ils ont souvent le réflexe de vouloir trouver une idée qui n'existe pas et d'essayer d'être le premier dessus. Alors qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est le first to market. Le first to market peut avoir un avantage compétitif d'avoir été le premier. C'est le cas, par exemple, pour les entreprises à effet de réseau. Uber,
Facebook. Là, le first to market, c'est très important et c'est même des entreprises qui achètent des parts de marché, donc ils sont déficitaires par leur levée de fonds, comme Uber a fait beaucoup d'appels de fonds pour s'acheter des parts de marché et se traînent 35 milliards de dilution d'actionnaires ou d'emprunts, je ne sais plus, mais il y a une histoire de 35 milliards qui peuvent maintenant répercuter euh, dans l'amortissement de leurs bénéfices. Enfin, peu importe, je dis des conneries parce que je n'ai pas préparé cette partie-là du sujet. Mais il y a des endroits où le first to market est très important. Il y a des endroits où c'est le fit to market qui est plus important, ce qui s'appelle le meilleur produit. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point sur tout ce que tu as dit, c'est que malheureusement, ce qui est terrifiant, là on en revient au consumer behavior, c'est que tu as fait tout un inventaire technique, voire esthétique, ce que tu veux, mais tu t'es mis à comparer des produits de concurrents. Et en général, quand on arrive là, le problème, c'est que en fait, c'est fini pour tous les deux. C'est-à-dire, quand tu as l'iPhone qui lance l'iPhone, et c'est le produit phare des smartphones, et que d'un coup, quelqu'un arrive à faire le nouvel iPhone à la place d'iPhone, donc potentiellement le Pixel ou même le Galaxy Samsung n'a jamais été mauvais, et que tu commences à entendre dire Google est le nouveau Apple. En général, quand on est là, c'est que c'est fini pour tous les deux, dans le sens où ils vont, en fait, la bataille va commencer à faire rage et tu vas avoir, t'auras jamais une capture complète du marché par Google. Ceux qui sont chez Apple, une partie restera, etc., etc. Puis tu peux avoir la guerre des prix. Enfin, et ça devient un marché concurrentiel. Ça devient un marché qui n'a plus la nature d'avant. Et petite touche finale, il y avait quand même dans le consumer behavior le plus important. Donc le consumer behavior, c'est quoi? C'est essayer de trouver un avantage compétitif d'entreprise qui relève de la décision du consommateur et pas de la nature du business, puisque les monopoles de nature sont seuls, donc les gens sont clients, on les appelle même plus des clients, on les appelle les usagers, parce qu'ils n'ont pas le choix. Après, il y a les effets de réseau, où là, tu n'as pas le choix non plus, parce que l'effet de réseau fait qu'il n'y a qu'un seul lieu pour tout le monde, c'est très proche d'un monopole. Mais sur tous les produits concurrentiels autres, c'est le consumer behavior qui prend le relais. Et dans le consumer behavior, le plus prépondérant, c'est la loyauté. Voilà. Et ça dépend de la nature humaine et de la nature des produits. Et il y a des endroits où la loyauté prime et d'autres où elle ne fonctionne pas. Et le fait que tu te sois barré d'Apple pour aller ailleurs, ça pose un souci parce que quelqu'un qui fume une marque de cigarette ne la changera pas. Quelqu'un qui a un compte en banque ne changera pas son compte en banque. Au cours de sa vie, il va divorcer une ou deux fois. Il va changer de téléphone apparemment. Tout le monde s'en fout de la marque de bagnole, on change de marque. Mais on change pas son compte bancaire, on change pas son apéritif. On change pas quand on va à la pizzeria. Je te connais pas, Hugo, mais je suis sûr qu'on va à la pizzeria, toi et moi. Tu fais comme tout le monde. Tu fais semblant de regarder la carte pendant 10 minutes. Tu regardes toutes les pizzas, tu lis celle à la crème, et puis à la fin, tu prends toujours la même. Maghré ou norvégienne, toujours. Exactement. Donc, c'est ça le consumer behavior, c'est cette prise de décision qui, au dernier moment, fait qu'il y a certains produits, tu prends toujours les mêmes, et d'autres où, en fait, tu es dans cette pondération d'avantages et de comparaison, et en fait, c'est tout ce que tu as fait au début. Et ça, c'est un signal très négatif pour les investisseurs, dans le sens où, en fait, tu n'as pas de fidélité au produit, quoi. Mais je pensais qu'Apple l'avait. Je pensais qu'Apple l'avait, et je pense que j'ai d'autres remarques après sur Apple, mais je t'en prie, déroule. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je m'estimais justement client fidèle d'Apple. Oui. Et en fait, alors je le suis toujours parce que j'ai un MacBook et ça pour le coup aujourd'hui je serais incapable de repasser sous Windows. Je trouve ça tellement mieux pour travailler. Même Liquid Glass ne me refera pas passer sous Windows pour le coup. Mais pour moi la différence qu'il faut apporter, c'est que donc, si on prend les revenus d'Apple, donc, dans les segments, on a l'iPhone qui représente 51% et les services 24%. Tu veux partager un truc là, ou on le fait en live conversation? Non, on peut le faire en live. Vas-y, je t'en prie. Je charge des chiffres aussi.
iPhone 51, service 24. Le problème, c'est que les services, c'est les gens qui utilisent des iPhones. Donc déjà, Mmh. grosso modo, tu as 75% des ventes qui sont liées aux iPhones. Parce que moi, tu vois, j'ai changé de téléphone. La première chose que j'ai fait, c'est annuler mon abonnement Apple One qui coûtait 25 balles par mois. Et oui. Heu, donc en fait, ils ont perdu et l'iPhone et le service pour moi. Parce que du coup, avec mon MacBook, je vais rien payer du tout comme service. Les MacBooks, aussi bien qu'ils soient, c'est juste 7% du chiffre d'affaires d'Apple. Donc c'est ridicule. Ensuite, chez Google, ce qui est assez intéressant, c'est que, le segment qui contient les pixels, donc c'est Google Subscription Platforms and Devices, ça représente seulement 11%. Alors on n'a pas le détail de, qu'est-ce qui vient de quoi dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a YouTube Premium, on a donc les pixels, toutes les, Pixel Watch, des appareils connectés Google, et ils vendent des tablettes, ils vendent aussi des Chromebooks, ils vendent pas mal de trucs. Donc c'est 11%. Donc d'un côté, on a une entreprise qui, si elle perd des parts de marché, perd dans 75% de ses revenus, donc c'est une catastrophe. Ouais. Et de l'autre, tu as une entreprise qui, bon, même si elle perd des parts de marché sur le pixel, ils sont déjà tellement bas en termes de parts de marché, donc ils peuvent pas vraiment perdre, et ils ne peuvent que gagner. Donc pour moi, c'est que du bénéf pour Google. Mais là où pour moi est la force de Google, et bien plus qu'Apple, c'est que ils ont toute la suite Google, et ça pour moi c'est l'avantage compétitif, incroyable de Google. C'est que même en switchant, en fait, de téléphone, ça fait que j'ai toujours tout qui est synchronisé parce qu'en fait j'utilise l'écosystème Google au quotidien. Tu vois, j'utilise Gmail, bon maintenant, Google Photos, le Ouais. Drive, Google Calendar, Google Meet, enfin vraiment tout l'écosystème Google. Donc Et en fait le tu as problème pas de souffert de quitter Apple pour aller chez Google au niveau de l'écosystème Apple et de perdre parce qu'il y avait cette histoire d'écosystème chez Apple où tu étais Ouais, censé être mais retenu. exactement. Mais en fait, pour moi, ils l'ont totalement, enfin, ils sont en train de le perdre, ce côté écosystème, parce qu'ils ont juste trop de retard. iCloud s'est éclaté par rapport à Google Drive. Si tu essayes de faire un drive, l'équivalent d'un drive partagé, c'est chez Apple, c'est l'enfer. Mmh. Moi, je me rappelle, c'était en 2021 quand j'avais donc une ancienne boîte avec mes 2 associés. On avait essayé de travailler uniquement sous l'écosystème Apple pendant une semaine pour tester. Donc avec, Page, Number, iCloud, enfin c'est inutilisable. Si tu veux collaborer sur un document Page comme tu peux le faire sur un Google Doc, tu as l'impression de te retrouver en 2010. C'est inutilisable, c'est impossible de travailler sur l'écosystème, Apple. Mmh. Ce qui fait que en fait, les seuls trucs qui sont réellement connectés, comme moi j'avais quand tu avais un iPhone et un Mac, c'est aller tes messages. Mais j'ai envie de te dire, j'utilise pas iMessage, j'utilise soit WhatsApp, soit Signal. Donc en fait, je m'en fous. Et AirDrop. Mais en fait, avec le Drive, pareil, tu t'en fous. Et puis en plus, tu as des solutions, enfin, tu as des applications Android qui existent pour faire du AirDrop sur ton Mac. Heu, bon, bah, en fait, j'ai absolument rien perdu, quoi. Écoute, je vais te donner moi les 2 points majeurs de la conférence d'Apple que j'ai retenus et qui sont, déterminants pour l'avenir. Il y en a un, il est sûr maintenant et il y en a un, il fait partie, et on va faire la transition Google là-dessus. Apple a annoncé avec fierté, que l'iPhone 17 Pro Max, ou alors le Pro, ou alors, enfin j'en ai rien à cirer, était exactement le même prix que le 16 Pro Max de l'année d'avant. Mais en gros sur le top, donc ils sont arrivés avec un argument, et en plus c'est le même prix, on vous fait un cadeau. Et ça, c'est la fin du pricing power d'Apple. Et c'est la Ouais. news majeure de 2025. Alors ça, c'est très important parce que une entreprise, le pricing power, c'est le meilleur élément à considérer, à essayer d'évaluer pour espérer que des bénéfices d'entreprise grossissent. Parce que des bénéfices d'entreprise, à la fin, une entreprise, dans la compta, vous avez un chiffre d'affaires, vous enlevez les coûts, et ça vous donne les bénéfices. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qui revient aux actionnaires. Ça, on pourrait philosopher pendant encore un quart d'heure sur pourquoi ça revient aux actionnaires, mais s'il y en a qui sont un petit peu... il y en a qui se posent des questions fondamentales comme ça. Mon fils m'en a posé une, pourquoi les entreprises
distribuent des actions aux gens pour après leur donner des dividendes, pourquoi ils gardent pas tout, tu vois, des questions évidentes comme ça. Mettez-les en commentaire. Comme vous le savez, fin d'émission, systématiquement, on traitera tous les commentaires des émissions précédentes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions, même les plus basiques, on y répondra. Donc le pricing power, là où c'est déterminant, c'est que quand tu es une entreprise et que tu as un bénéfice, si tu es McDo, comment McDo peut augmenter son bénéfice? Il y a deux façons. Soit McDo, pour doubler son bénéfice, va doubler son nombre de restaurants, mais bon, vous imaginez l'investissement et le temps que ça prend. Soit McDo, pour des restaurants en quantité fixe, va essayer que les gens reviennent 2 fois plus, la récurrence de l'avenue du client. Donc sur ces deux paramètres-là, il faut du 2 fois plus, parce que c'est 2 fois plus de restaurants ou 2 fois plus de clients qui reviennent dans les mêmes restaurants. Mais sur le pricing power, il y a quelque chose de magique, et c'est pour ça que c'est l'élément déterminant pour le bénéfice. C'est que une entreprise, on va dire, si elle fait 10% de marge nette, en fait, si tu veux doubler tes bénéfices avec du pricing power, il faut que tu puisses augmenter tes prix de 10%. Tu n'as pas besoin de doubler tes prix. Si tu doubles tes prix, tu doubles ton chiffre d'affaires. Mais là, ce que tu cherches, c'est à doubler le bénéfice. Or, si ton bénéfice est à 10% de renta par rapport à ton chiffre d'affaires collecté, si tu augmentes ton prix de vente comme ça en claquant des doigts de 10%, et que le consommateur l'accepte sans baisse de fréquence de consommation par tes clients, etc., tu as doublé ton bénéfice en augmentant un paramètre de 10%, alors que les autres paramètres, il faut les augmenter de 100%. Donc c'est magique. Donc ça, c'est vraiment l'élément déterminant, c'est de repérer ces entreprises qui ont du pricing power. C'est pour ça que tous les avantages compétitifs mettent l'accent sur les moats, les business sous licence, les brevets, les ci, les là, qui garantissent que les prix sont fixés par l'entreprise. Donc la perte d'un pricing power du côté d'Apple par cette annonce, et en plus, il n'y a pas de raison que le marché est plus ou moins saturé. Enfin, pour plein de raisons, tu te retrouves avec une incapacité de voir les bénéfices d'Apple augmenter dans le futur, ce qui est déjà le cas depuis 3 ans. Tout à Les fait. bénéfices n'augmentent plus. Alors, l'avantage d'Apple, c'est qu'ils ne crament pas leurs bénéfices. Donc, vous savez, chaque fois que vous regardez les bénéfices, vous comparez aussi immédiatement au free cash flow. Et en ce moment, ce qu'on voit chez tous les gens de la tech, c'est que les free cash flow qui étaient historiquement correspondants aux bénéfices, depuis 2-3 ans, la colonne free cash flow s'effondre parce qu'ils vident leur trésorerie pour investir dans l'IA. Mais les bénéfices restent les mêmes parce que les data centers s'amortissent sur tellement d'années que ça ne se reflète pas immédiatement dans les bénéfices. Ça, tu ne le vois pas chez Apple. Donc ça, c'est le point positif qui reste en comptage chez Apple, c'est qu'ils ne crament pas de cash dans l'intelligence artificielle, donc ils ont du cash à renvoyer aux actionnaires. Non, ils l'ont cramé dans une Apple Car qui n'a jamais vu le jour. Oui, c'est encore mieux. Ça, c'est pas faux. Mais je t'en donne un dernier point. Ça, c'est avec le pricing power, c'est mon deuxième point le plus important, et c'est celui sur lequel je reviens tout le temps avec l'IA. C'est qu'Apple a dû faire un quart d'heure sur l'Apple Watch et la santé. Et ça, c'est très important. L'Apple Watch et la santé, parce que dans son retard et dans son côté, Apple ressemble à du 2010-2020 en 2025. Aujourd'hui, tu as une espèce d'hystérie autour de l'IA, parce que c'est magique. Enfin, on utilise tout, ça a pris une place en moins de 2 ans incroyable dans nos vies. Mais aujourd'hui, on va se prendre dans la gueule de plein fouet les questions de copyright et de vie privée de l'IA. Voilà. L'IA, tu peux pas l'utiliser au boulot parce que toutes les entreprises t'empêchent de l'utiliser parce que les données seraient envoyées à OpenAI. Donc, tu as un showstopper de toutes les entreprises qui te disent « vous faites pas ça ». Et Apple, historiquement, l'avantage compétitif mis en avant par Steve Jobs, en plus du design et de l'écosystème et tout, au départ, Steve Jobs te dit la vie privée. La vie privée, la vie privée. Et il y avait toutes ces histoires où, dans les cas de procès criminels, les iPhones n'ont jamais été ouverts, Apple qui garantissait que c'était inviolable, etc., etc. Et aujourd'hui, Gemini ou les autres te font tout un tambourinage, là, l'IA va vous aider, mais l'IA, c'est une tierce personne.
c'est une tierce personne avec des conditions d'utilisation générales qui est tes données sont publiques. Et je ne vois pas comment tu vas pouvoir réconcilier dans le futur cet avantage compétitif qu'a pris Google avec l'IA dans les téléphones avec le concept de vie privée. Et ça, c'est un argumentaire que continue de matraquer Apple. Vie privée, vie privée, vie privée. Et pour moi, là, il y a une incertitude, je ne sais pas du tout où ça va. Mais alors, honnêtement, moi, je pense que 95% des gens, en fait, la vie privée, ils s'en foutent. Ah, alors, vas-y, je t'en prie. Et je pense que 95% des gens, si ce n'est plus, sont prêts à sacrifier les données pour la simplicité d'utilisation et le confort. Je vais te donner un exemple. Moi, je te donnerai un contre-exemple. J'ai été quand j'ai découvert l'univers Bitcoin, j'ai essayé justement d'intégrer de plus en plus de solutions open source et vie privée dans mon travail au quotidien. J'avais même basculé toute la suite logicielle d'IQ Invest, toute la suite, bref, l'écosystème mail, drive, etc. chez Proton. Proton, donc une boîte suisse, tout est chiffré, vie privée, tout ça. Bon, au final, tu te retrouves à retourner au bout de 2 semaines sur la suite Google parce qu'il te manque tellement de fonctionnalités. T'as pas de Google Sheet. Pour le partage, c'est beaucoup trop compliqué. Pour les mails, c'est moins bien foutu. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai fait le choix, par exemple, de me dire, je sacrifie le fait d'envoyer des données à Google, mais à côté de ça, je gagne en rapidité, je gagne en vélocité et je gagne en confort d'utilisation. Mais je pense que beaucoup de gens sont prêts à accepter de faire ce choix, tu vois. Écoute, 2 contre-exemples. Le premier, c'est les boîtes privées. Donc, ça va pas correspondre à beaucoup de parts de marché, mais si tu es dans une boîte et que ta boîte ministère de la je sais pas trop quoi, et que tu as une règle qui dit vous n'envoyez pas de données de votre ministère, ou tu travailles chez Bouygues, vous n'envoyez pas de données de Bouygues sur les IA, si tu t'achètes des téléphones pour tes cadres, tu leur prends des iPhones. Parce que si tu leur prends des Google où l'IA va lire tes mails pour t'aider à synthétiser tes mails, c'est bien pour toi, mais il y a plein de gens qui diront nous ne voulons pas qu'une IA vienne faire la synthèse des mails dans des boîtes. Enfin, tu as tout l'armement, tu as des business où ça va être un frein légal. C'est ça mon commentaire. Il y a un frein légal en premier argument. Et en deuxième argument, tu sous-estimes potentiellement... bon, après, tu as des gens qui ont la vie privée comme un argument, ne rentrez pas. Mais il y a un autre argument, c'est que quand tu fais un crédit immobilier, on te fait un bilan de santé. On te demande, êtes-vous fumeur, êtes-vous ci, êtes-vous ça, êtes-vous machin. Et aux États-Unis ou même en France, tu n'as pas les mêmes taux de crédit suivant tes réponses au questionnaire de bilan de santé, etc. etc. Donc là, tu te rapproches de la dystopie tant redoutée, comme on voit avec le crédit social chinois, qui lui va couvrir tous les aspects de la vie, y compris ton comportement, etc. Mais il y a des gens qui vont avoir des problèmes à partager la vie privée, surtout côté santé, et parce que ça aura des impacts financiers très conséquents dans le futur si les gens sont pas vigilants là-dessus. Donc voilà, il y a du légal, il y a de la conséquence, il y a de l'interdiction légale, il peut y avoir de la conséquence financière. Bon, sans parler du copyright, où aujourd'hui, tu vois, on avait parlé rapidement d'Adobe. Adobe a fait de l'intelligence artificielle en interne et ils ont entraîné leur intelligence artificielle sur leur Adobe Stock, cette base de données d'images. Les autres intelligences artificielles, bon, ils sont devenus très puissants, très riches, mais au même titre que tu vois des procès antitrust pour Google pour raison de monopole, tu vas avoir énormément de personnes qui vont commencer à taper à la porte pour des problèmes de copyright. Donc ça sera anecdotique dans les bénéfices tellement ils brassent de cash. Mais il y a des problèmes très conséquents qui sont soulevés pour moi dans ce sujet très précis qui est la tierce personne qui incarne l'IA avec des conditions d'utilisation que les données sont publiques et l'historique
des besoins de vie privée, en particulier du téléphone portable, qui est devenu quand même le remplaçant du portefeuille, du papier, de tout ce que tu veux. Donc pour moi, là, j'ai pas de réponse. Je suis d'accord avec toi que ça peut aller dans les deux sens. Mais du coup, je me dis que voilà, l'iPhone, parce que l'iPhone a potentiellement, et les gens d'Apple ont potentiellement fait l'impasse sur l'intelligence artificielle, justement parce que depuis le début, ils se sont peut-être dit tout bêtement que c'était pas viable. Alors après, ils se rendent bien compte que là, ça s'emballe et qu'ils ont raté le tournant. Mais je pense qu'au début, s'ils n'ont pas fait les investissements, parce qu'ils se disaient, mais ce n'est pas possible qu'on revienne sur notre concept de vie privée. Et puis vraiment, pour faire un parallèle totalement autre, t'as Toyota qui a fait ça. Toyota est le meilleur des bagnoles. Hein. Quand tu prends la Toyota Corolla, c'est les ventes mondiales, c'est complètement incroyable par rapport au reste. Et Toyota a regardé pendant 5 à 10 ans, de manière complètement dubitative, l'histoire de la bagnole électrique. Parce que pour eux, avec leur expertise et leur connaissance, donc évidemment qu'ils ratent le tournant, mais chez Toyota, c'est sciemment. Après, chez Apple, j'ai l'impression qu'il y a une part d'incompétence qui s'est accumulée. Ouais. Oui, parce que sinon ils auraient pas fait leur fameuse WWDC 2024 catastrophique où ils nous ont montré un Apple Intelligence génial C'était lamentable. qui n'existait pas. Et je vais te donner un dernier retour d'expérience de ma petite visite à la Fnac, Vas-y. parce que je trouve que c'est vachement important. Moi, j'aime beaucoup avoir des retours de gens du quotidien, tu vois, sur les boîtes que j'ai en bourse. Ouais. Notamment, j'avais parlé, je crois, dans un podcast. Moi, ma copine, elle aimerait avoir un sac de luxe, tu vois, un jour. Mais les deux marques qu'elle aime, c'est Chanel et Hermès, et il y en a aucune des deux qui sont dans le groupe LVMH. Tu vois. Et toutes les marques qui sont dans le groupe LVMH, pour elle, ça lui parle pas, elle aime pas ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment un retour client de terrain, de personnes du quotidien qui est vraiment précieux, parce que du coup, tu te dis, mais voilà, du coup, ça veut dire que les marques d'LVMH, ça parle pas à la femme française moyenne d'aujourd'hui. Alors, deux Mais remarques. bref, Un, ouais. si tu dois offrir des sacs de luxe à ta femme, comme je t'avais dit la dernière fois, t'es mort. T'es mort d'avance. Deuxième remarque, ce que tu dis est fondamental. Moi, je fais beaucoup ça. Faut le faire avec toutes les pincettes du monde, dans le sens où il faut aller regarder le poids des produits dans les chiffres d'affaires des entreprises, etc. C'est pas non plus du statistique, mais il n'empêche que c'est ce qu'a martelé Peter Lynch toute sa vie. À savoir que tu dois avoir cette petite histoire sur l'entreprise où elle va, et tu dois démarrer ton envie de te pencher sur une entreprise par ces faits-là du quotidien. Après, tu fais plein de vérifications derrière. Mais pour l'anecdote, Peter Lynch avait quand même été formé analyste financier du textile. Donc le mec, avant de devenir Peter Lynch, il s'est fait 5 ans d'analyste Fidelity, 5 ans, j'en sais rien, je dis les chiffres au hasard, dans l'industrie du textile. Et il s'est tout le temps planté. Et la seule fois où il s'est pas planté, c'est quand il était plus tard gestionnaire de Magellan, avec ses 29% par an de performance pendant 10 piges. Et lui-même, tout analyste de l'industrie textile qu'il était, il a fait son meilleur coup sur une boîte Legs, je crois, qui était une boîte de collants, parce que sa femme mettait ses collants et elle lui a dit exactement comme toi, ah non, mais moi je mets ça, je mets rien d'autre, c'est les meilleurs, c'est les plus confortables, c'est ce que je préfère. Et c'est comme ça qu'il a fait son meilleur coup dans le textile. Voilà, donc c'est très important d'avoir l'œil pour ça. Mais faut quand même faire toutes les vérifs qui vont avec derrière. Tout à fait. Et donc pour finir l'anecdote, quand j'étais à la Fnac, dans la queue pour faire la reprise de mon iPhone 12 Pro, juste devant moi, il y avait un mec qui redonnait son iPhone 16 Pro justement pour acheter le Pixel 10 Pro. Donc j'ai un peu discuté avec lui pour savoir pourquoi il changeait. Il m'a dit qu'il avait envie de tester l'IA de Google et qu'il aimait pas Liquid Glass. Et quand je suis parti, juste derrière moi, il y avait 2 autres mecs qui étaient là également pour faire le switch de Apple vers Google pour un Pixel 10 pareil.
Eh oui, oui, oui. Alors, moi, une fois, ça m'est arrivé, je je suivais un mec, route de montagne, j'allais à la montagne et il était en camping-car et il roulait à 40 ou 50 à l'heure et je pouvais pas le doubler, route de montagne. Et là, c'est là que j'ai décidé de pas investir dans Trigano parce que j'ai jamais compris ce paradoxe. Je me disais: «Mais comment ça se fait que le mec met 50 000 balles dans un camping-car alors qu'apparemment il est tout à fait capable de dormir au volant?» Voilà, pour un simple blague, mais c'est sur le coup, j'ai jamais investi dans le camping-car pour ça. Effectivement. À côté donc clairement Google prend l'ascendant et Google a le problème inverse. C'est que, bah, Google, tout le monde parle de Google, tout le monde parle de l'IA, tout le monde parle de Pixel, on vient d'en parler, sauf que ça pèse rien dans le résultat de Ouais. Google. Et tout comme iPhone est en train de se faire, bouffer la gueule sur ses 50 de chiffre d'affaires, de l'iPhone, bah, Google lui-même, a un search qui aujourd'hui pèse, tu confirmeras le chiffre exact, dans les 55 de son chiffre d'affaires. 56,6% effectivement. Et tout va bien parce que ça progresse et ça monte et Google, en est un investissement incroyable parce que ses fondamentaux sont incroyables, et la projection de ses fondamentaux sont, magnifiques, et je pense que j'aurais pas dû le vendre, à l'instant T, mais je ne pouvais pas me résoudre à garder cette boîte où sur son 55 de search, tu as cette incertitude sur savoir si oui ou non l'IA va cannibaliser Search. Et il y a eu une nouvelle, mon cher Hugo, puisque Google nous a fait du violon non-stop, comme quoi le web était en plein essor, Search était en pleine progression. Sauf que le web en plein essor et Search en pleine progression, ça nous dit rien du moteur historique de revenus de Google, qui est ce qu'on appelle le paid clicks. Mmh. À savoir que Google vend du clic payant. Donc, vous faites une pub sur la page de Google, et si quelqu'un clique dessus, ça le renvoie vers votre site, et vous payez Google au clic. Voilà. Donc, Ouais. c'est ça quand même le moteur historique des revenus de Google, pour 50 des bénéfices de Google. C'est combien les bénéfices de Google en valeur absolue? En valeur absolue, je vais te dire ça, Ouais. c'est 100 milliards en 2024. Ça, c'est les bénéfices. OK, Ouais. ouais, mais d'accord, on sait pas combien on sait à combien contribuent les segments au chiffre d'affaires, mais on ne sait pas combien ils contribuent aux bénéfices. Bon, peu Non. importe, ça doit être 300 milliards de chiffre d'affaires, donc tu as 150 milliards de revenus, search, Ouais. grosso modo. Donc Google est au tribunal en ce moment. Il y a eu des Search bonnes nouvelles. 198 milliards, très exactement, en Voilà, 2024. ouais, je me suis planté de 48 milliards. Ça va, on n'est pas à ça près. Donc Google est au tribunal, en Virginie. Il y a eu une bonne nouvelle dans les procès de Google. Les procès, on en a parlé Oui, rapidement la dernière fois. Moi, je m'en fous un peu oui, quand c'est du blabla, mais quand c'est antitrust, ça m'énerve. effectivement, et Vas-y, je ils t'en ont, prie. annulé, leur procès, enfin ils ont pas enfin ils ont Google a gagné le procès antitrust grosso modo et la menace c'était, le démantèlement, notamment la vente de Google Chrome. C'est ça. Finalement ils peuvent le garder. Donc il y a quand même des procès qui continuent. Cette fois, c'est sur les pratiques anticoncurrentielles sur la gestion de la pub, justement. Et Google, sous serment, a déclaré, cette fois-ci réellement, que le web ouvert, donc le web ouvert, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui n'est pas Amazon, Google, Facebook, Instagram. C'est quand vous allez sur Marmiton, que le web ouvert, donc les sites comme Marmiton, étaient en déclin rapide de revenus publicitaires au travers des pubs display. Donc ça, c'est clé parce que en fait, ça fait 6 mois qu'ils nous font des tralala sur des métriques dont on n'en a rien à faire. Le vice-président de Google Search, Nick, je sais plus comment, qui disait que le web était en plein essor, Sundar Pichai qui disait qu'il y avait 50 de plus de sites web en plus. Bah, tout ça, on n'en a rien à cirer, quoi, parce que là, on est sur YouTube,
Si demain Google te dit il y a 50% de publications de vidéos en plus sur YouTube, on n'en a rien à carrer. Ce qui compte, c'est les vues, les prix des espaces publicitaires, ce genre de choses. Donc bref, ils donnaient que des stats qui comptaient pas, et là ils ont donné une stat sur en fait les revenus publicitaires. Donc si vous avez un site comme Marmiton qui lui a de la pub display, donc quand tu es sur Marmiton, tu as les encadrés publicitaires, Marmiton gagne des sous comme ça. Donc au plus ils ont d'audience, au plus ils gagnent de l'argent, et du coup leur but du jeu, c'est de faire une pub sur Google Search pour que dès que tu veux faire une tarte aux fraises à ta copine, même je sais que si toi tu pourras pas la satisfaire si elle veut un sac Hermès avec une tarte aux fraises, mais essaye de lui faire plaisir à moindre coût comme ça. Tu vas sur Marmiton, tu fais une tarte aux fraises. Et tu cliqueras sur le lien de Marmiton qui sera payant dans Google Search. Mais si Marmiton a moins de sous, Marmiton va peut-être faire moins de pubs. Et puis il y a une Oui, autre le stat qui problème, est c'est la... que Vas-y, aujourd'hui, ta tarte aux fraises, tu demandes la recette à ChatGPT voilà. ou à Gemini. Donc il y a un deuxième souci, c'est que Google, à l'intérieur de Google, maintenant fait de la réponse IA. Ouais. Et apparemment, tu as un impact de 35% sur la rétention. À savoir que la personne continue d'aller sur Google Search, elle demande sa recette de tarte aux fraises. Alors ça marche pas en France, hein, mais ça a été implémenté. Non, effectivement, Eux, ça y est toujours pas. Je viens de tester là. voilà, c'est les réponses IA américaines. Ouais. Mais une fois que la réponse IA est proposée, tu as une perte de 30%, 35% de personnes qui vont cliquer sur des liens du moteur de recherche Google pour aller ailleurs. Donc ils restent dans la page Google et ils se satisfont de la réponse IA. Et alors si j'ai bien compris, Google essaye d'inclure dans la réponse IA la partie sponsorisée, et peut-être que ça fonctionne par paiement à l'affichage et plus au clic. Donc je dis pas qu'ils sont en train de... les revenus de Google Search montrent que tout va bien. Mais la transformation qu'il y a derrière, elle est terrifiante. Elle est terrifiante parce que si tu as des chutes de 35% à gauche, à droite sur tout ça, ok, il se rattrape aux branches en ce moment, mais en termes de risque, je trouve ça terrifiant. Vas-y, je t'en Je prie. suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, encore une fois, l'expérience client tout terrain du quotidien, moi j'utilise plus Google Search. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé Google Search. À chaque fois que j'ai un truc à demander, je demande à GPT ou à Gemini. La fonction live d'ailleurs sur le Pixel est vraiment top. Même une recette de cuisine, je demande à GPT ou Gemini, tu vois, je vais vraiment plus sur Google Search, sauf quand j'ai besoin d'un produit, à la limite. Et c'est là où je pense que il y a un peu d'inconnu si aujourd'hui tu investis sur Google, parce que il y a aucune idée de comment ils vont réussir. Enfin, il y a des idées, mais pour l'instant, c'est pas concret de comment ils vont réussir à monétiser donc ces réponses IA. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont arriver à intégrer donc des des résultats payants dans ces réponses IA, et notamment y intégrer des produits. Parce que, et je pense qu'ils peuvent avoir un coût par clic beaucoup plus élevé sur ce type de recherche, parce que si tu demandes spécifiquement, reprenons l'exemple de la tarte aux fraises à Gemini ou à Google Search qui va te faire un résumé IA, la recette de la tarte aux fraises, oui, il va te donner la recette, mais si jamais il te manque, je sais pas moi, une spatule ou un truc vraiment spécifique, il va vraiment te donner le produit qui correspond exactement à ton besoin. Donc potentiellement, tu l'ajoutes à ton panier dans la foulée et tu le commandes. Donc c'est encore plus précis comme targeting que les ads que tu avais sur Google Search avant. Donc potentiellement, il y aura moins de ads, mais plus ciblés, donc avec un coût par clic plus important. Moi, c'est un peu comme ça que j'imagine la chose. Après, je trouve aussi que Google, c'est la mieux positionnée aujourd'hui pour bénéficier de ça, parce que même si elle se disrupte elle-même en soi, en changeant complètement son business model, déjà elle le fait, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas le cas d'Apple par exemple. Et surtout, elle est suffisamment diversifiée pour essayer de l'implémenter à plusieurs endroits différents,
puisque en fait, le truc, c'est que Google, elle a tout le monde, parce que tout le monde a une adresse Gmail, donc tout le monde est lié quelque part à Google. Je pense que toi comme moi, à chaque fois qu'on va sur un nouveau site, une nouvelle application ou quoi, on clique sur connexion avec Google. Donc en fait, tu as absolument toute ta vie qui est liée à ton adresse Gmail. Heu, donc tu es bloqué dans l'écosystème Google. Pareil pour YouTube, pareil pour, les devices, s'ils arrivent Ouais, mais vraiment bon, à voilà. le problème, c'est Disons que que c'est un pari. C'est compliqué de savoir comment Google va réussir à monétiser tout ça, mais je pense que ce sont les mieux placés pour le faire. alors, je suis d'accord, mais le problème, c'est que tous ces arguments, il y a 5 ans, tu les avais en faveur d'Apple et ça a pas tenu 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça mon problème. C'est que ces arguments, on les connaît et puis on se dit: «Tiens, ils fit bien», parce que c'est les arguments écosystème, avantages compétitifs, blablabla et puis tu te dis: «Ouais, bah, ça fit bien Apple» parce que tu es en 2015, et puis en 2025, tu dis: «Non, Apple, ça marche pas, mais par contre, ça fit bien Google». Ouais, mais du coup, tu as une probabilité que dans 10 ans, Google soit Apple, quoi. Enfin, je veux dire, si tu l'as vécu sur Apple, il y a pas de raison que ça soit pas un risque similaire sur Google. C'est aussi simple que ça. Pour te Tout à donner fait. un calcul, ça c'est important, retenez-le de tête. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, pour l'investissement. Quand tu as un risque quel qu'il soit, heu, en bourse, qui pourrait entamer ton chiffre d'affaires, donc on te dit par exemple, bah, là, il y a un procès de Google. Bah, il y a un risque, on va dire, 10 de chances que Google soit démantelé antitrust. Un risque à 10 par an, en fait, tu peux calculer, un taux de certitude avec la probabilité, hein, la probabilité, c'est l'univers des événements, moins un moins la probabilité et cetera et cetera. Tu calcules, tu fais un tableau, et tu calcules la probabilité pour laquelle cet événement à 10 de chance par an arrive au moins une fois sur une période. Et tu veux avoir le résultat ou tu te dis, quelle est la période pour laquelle cet événement à 10 de chances d'arriver par an arrive au moins une fois avec un taux de certitude de 99. Bah, pour un événement à 10 c'est 44 ans. Voilà, donc ça, faut le savoir. Si tu prends un risque, quel qu'il soit, qui est dans les 10 tu as une chance sur 2 que ça se matérialise dans les 20 ans. Et tu as 99 de chances que ça pète, sur 40 ans, quoi. Voilà. Mais tu as quand même une chance sur 2 sur 20 ans, quoi. Et pas pour un risque à une chance sur 2, pour un risque à 10. Mmh. Et je crois que les stats Polymarket, à un moment donné, sur le démantèlement de Google, ce qui correspond au point bas de Google, en avril ou quelque chose comme ça, Mmh. à l'époque, tu avais du pari Polymarket, sur le démantèlement de Google et tu étais dans cet ordre de grandeur. Alors tu étais peut-être à 5 tu étais peut-être à 15 peu importe, tout le monde disait: «C'est pas un gros risque, c'est pas un gros risque». Non mais vous êtes fous les gars ou quoi? Ce risque tant qu'il existe, tu as une chance sur 2 sur 20 ans et si tu investis long terme, tu investis 20 ans. Voilà donc il faut minimiser les risques, les incertitudes. Donc les incertitudes, les risques, c'est des incertitudes. Quand vous n'avez pas la réponse à une question de manière sûre et certaine, c'est un risque et même si vous ne pouvez pas pondérer le risque, comme personne ne peut y répondre, vous savez qu'il existe et si jamais, il a cette nature de dépasser une chance sur 10, eh ben, en fait, sur 20 ans, vous êtes, en train de jouer à pile ou face. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est le résultat du calcul mathématique. Donc voilà, c'était un petit commentaire, sur la gestion des risques et ne pas sous-estimer l'accumulation que ça peut prendre, sur une période, d'investissement qui est celle que nous on vise. Enfin, je sais pas toi, mais moi je Ouais, vise c'est ça, plutôt, 20 du ans, ouais. très long terme, voilà. Et puis donc toi, voilà, tu restes sur Google. Moi, bah, écoutez, je suis sorti du train. J alors c'est dommage parce que j'étais rentré à 80 non, alors j'étais rentré à 105 et j'avais racheté à 95, donc j'avais un PRU à 100 et je suis sorti à Ah ouais. 140. Alors là où j'ai déconné, et je vais te dire, la suite, on va enchaîner parce que là où j'ai déconné, c'est que quand je suis sorti à 140, c'était pour moi normal de sortir, c'était la connerie barde et les mensonges et les mythos. Sauf que depuis, j'avais eu les réponses à mes questions.
Google s'était imposé comme la meilleure IA. Et elle était redescendue à 140 et j'aurais dû en racheter. Pour la simple et bonne raison que la plupart des réponses aux questions que j'avais quand j'étais sorti, je les avais obtenues. Google était la meilleure IA. Donc j'aurais pu faire entre guillemets du 90, du 100, 140, attendre 1 an et demi le chaos de Google Bard et des mythos, voir qui s'impose comme la meilleure IA, avec tout ce qu'on voit, et racheter à 140 et reprendre le train. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai mal réanalysé les fondamentaux de la situation. J'aurais pu mettre un petit billet. Sachant que du Google, j'en ai beaucoup en ETF. Moi, quand je parle de bourse, c'est une poche d'investissement qui est au-dessus. Donc, je ne passe pas à côté du train à 100%. Et en fait, il m'était arrivé quelque chose de très similaire sur Meta. Je ne sais plus quand c'était. C'était un jour où j'étais parti voir un pote à La Réunion. C'était à l'annonce du métaverse. J'avais fait mon calcul, hein, comme tu l'aurais fait toi. Il y avait 2 scénarios. Vu tout le cash que cramait Zuckerberg, j'avais fait un scénario à 236 de prix moyen pondéré, mais sur lequel j'avais, entre guillemets, un scénario à 450 si Zuckerberg s'en sortait bien, et un scénario le plus catastrophique du monde à 136 si Zuckerberg cramait du cash dans le métaverse sans rentabilité. Et un jour, elle est descendue à 90, cette conne d'action Meta. Et moi, mon scénario le plus négatif était à 136, et je ne suis pas rentré. Et je ne suis pas rentré à l'époque, Hugo, pour une raison complètement débile, c'est que je m'étais dit, oui, mais si tu achètes Meta à 80, c'est juste pour faire un rattrapage dans les 200, je n'avais pas prévu qu'elle remonte autant. Donc, en gros, tu es en train d'investir pour faire un petit coup sur 2 ans. Ça, c'est du swing trading. Toi, tu es un investisseur long terme. C'est pas un coup pour toi, tu vois. Alors que le truc, je l'avais tout calculé. Je l'avais tout calculé. J'étais très confiant sous les 120 que c'était le moment de rentrer. Je suis passé à côté pour des raisonnements à la con. Donc j'aurais pu... voilà. Moi, j'ai des petits soucis sur revenir sur mes thèses d'investissement pour refaire le point de manière intellectuelle sur les sujets-là. Si on s'était vu plus tôt, peut-être j'aurais racheté du Google en avril après les discussions qu'on a eues. Mais je suis quand même... Google Search me fait très peur. Je peux pas. Ouais. Voilà. Mais du coup, Carrément. enchaînons sur Meta, parce qu'on a une Mais dernière... justement, effectivement, en parlant de Meta, ils ont sorti leur Ray-Ban Meta Display Glasses. Alors, j'ai regardé moi, il y a un YouTuber américain que j'aime bien, c'est Marcus Brownlee, je sais pas si tu le connais. Oui, bien sûr. C'est, voilà, Attends, c'est j'ai mis, regarde. J'ai mis quand même mon plus beau costume de frérot de la tech. Un sweat à capuche noire. Donc, aujourd'hui, j'ai autorité sur la tech grâce à ce costume de frérot de la tech. Tout à fait. Je t'en prie. Et oui, donc Marcus Brownlee, donc moi j'aime bien parce que il couvre toute la tech à chaque fois, les nouveaux produits, etc. Ouais. Et donc il a fait je l'ai regardé juste avant le podcast ce matin là parce que je n'avais pas du tout suivi Meta. Je t'avoue que Meta c'est une boîte à laquelle j'ai du mal à m'intéresser parce que j'ai du mal à m'y intéresser en fait, tout simplement. Fondamentalement, Moi, je pense tu vois, qu'elle est mieux que les autres. j'aime pas cette boîte, mais peut-être à tort. Et en fait, ça a l'air plutôt pas mal ce qu'ils ont sorti. Bon, mis à part les 2-3 fours qu'ils nous ont fait sur scène, apparemment avec l'IA qui déconne. Il y a un appel, le mec qui fait la recette, ça marche pas. Il n'y a rien qui a marché. Qui demande un truc, ça marche pas. Mais bravo. Bravo à Zuckerberg. Vas-y, continue, mais franchement, moi, je lui dis bravo parce que les autres, ils m'ont tellement gonflé avec leurs fausses démos ou Apple avec leurs photos. Mais oui, alors voilà, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que même s'il y a eu des fours avec des trucs qui marchaient pas, au moins tu sais que c'est du live. Ouais. Et c'est quand même assez impressionnant en fait ce qu'ils ont réussi à faire avec leurs glasses, parce que c'est vraiment, tu te dis, ok, c'est pas comme le Vision Pro, tu vois. Le Vision Pro, c'est une espèce de truc, un mastodonte. Moi, tu vois, si un jour je me dis, je pourrais passer à des smart glasses, c'est si jamais tu peux voir la réalité de tes propres yeux. Tant que ce sont des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, où en fait tu regardes des écrans à 3 cm de tes yeux, jamais j'en achèterai, tu vois, parce que j'ai trop peur que ça me flingue les yeux en fait. T'as essayé ? J'ai jamais essayé, mais je trouve ça vraiment dystopique.
Et là, pour le coup, alors c'est 800 balles, je crois, le prix, c'est même pas tant cher que ça. Tu sens Ah, que c'est un prototype. Il y a des super bonnes idées, notamment leur boîte là qui se replie, qui charge les lunettes en même temps. Heu, je pense honnêtement que ce type de produit, c'est l'avenir. Je pense honnêtement que c'est l'avenir. Il y a encore beaucoup de polissage à faire. Dans 5 ans, peut-être qu'il y aura une adoption, qui commencera à être grand public. C'est un peu tôt. Pour l'instant, ça fait plus prototype qu'autre chose, mais sort dans c'est 3 beaucoup semaines. plus, ouais, mais C'est c'est chaud. beaucoup plus prometteur que tout ce qu'on a pu voir, je trouve, jusqu'à aujourd'hui, avec le Vision Pro, avec les MetaQuest, avec tout ça. Là, c'est vraiment un produit, pour les gens du quotidien, quoi. Alors, déjà, Meta a plein de qualités, que je lui reconnais a posteriori, dont j'avais pas compris la portée historique, les réseaux sociaux, ont beaucoup plus de robustesse pour moi que Search et que les téléphones portables et compagnie. Mmh. Pour plein de raisons, on rentre pas dedans, mais bah, il y a l'effet de réseau, tout ce que tu veux, mais je serais voilà, je me dis, aujourd'hui, tu veux faire de la pub, pour, IQ Invest, tu vas faire de la pub sur Instagram, quoi. Tu vas pas te payer du lien, Google Search. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est évident, bah, après tu es sur YouTube. YouTube appartient à l'écosystème Google, mais là, tu fais de la vidéo où tu passes du temps toi, tu payes pas de l'espace publicitaire. Tu pourrais en payer. Enfin bon bref, il y a mais voilà, YouTube est la partie, similaire à Facebook, de Google. À savoir un espèce de réseau social qui fonctionne en effet de réseau, et cetera, et cetera. Pour moi, ça, c'est en train de passer l'épreuve du temps. Heu, Ouais. le gros souci de Zuckerberg, historique, et de Meta, qui moi me posait énormément de problèmes, c'est que, Zuckerberg est un pure player, web 2.0. Voilà. Tous les autres ont des infrastructures et Mark Zuckerberg est un entrepreneur, de chambre d'étudiants qui a monté un méga univers, complètement dystopique, d'applications pour stalker son ex. Heu, mais qui est totalement dépendant des autres. En fait, Zuckerberg, c'est le plus dépendant des autres. Parce qu'il s'était fait couper le zizi, par, Apple justement pour, la vie privée. Rappelle-toi de ça, Ouais, 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 tout à fait. tu connais cette C'était au histoire, moment où ils étaient au plus bas d'ailleurs, hein. eh oui, Je crois qu'il y puisqu'ils a ont tout qui s'était enchaîné, le métaverse, les pubs, c'est ça. Donc, pour ouais. rappeler le contexte, Apple qui à l'époque, était la boîte préférée d'Hugo, Oui, tout à fait. avait interdit à notre ami Zuckerberg, de pouvoir fouiller dans les données privées, concept de vie Mmh. privée. Alors maintenant tout le monde dit que l'IA peut y aller, pour faire de la publicité ciblée. La publicité ciblée de Meta étant l'une des meilleures où, les gens qui investissent dans la publicité, ont ce qu'on appelle des bons taux de conversion. Parce que quand tu mets 100 balles dans la publicité, toi ce que tu as envie c'est de récupérer, 120, 150, 200 balles de chiffre d'affaires. Si Ouais, tu les récupères pas, tu arrêtes de faire de la publicité. Meta ouais. est très bon pour ça et cible particulièrement bien, les profils et tout. Apple leur a coupé le zizi et Mark Zuckerberg s'est rattrapé aux branches en disant: «Mais on n'a plus besoin d'accéder aux données utilisateurs parce que maintenant l'IA fait qu'on va faire du profiling, nous-mêmes, comme des fous». Mais historiquement, Zuckerberg souffre, d'être dépendant des gens qui possèdent les hardware et qui Mmh. peuvent lui couper le sifflet tout le temps. Et il rêve depuis toujours d'avoir son hardware. Il y avait eu une tentative de Facebook Phone, et compagnie qui avait foiré complet. Ah ouais? Ou alors je confonds avec Amazon. Il y a Ouais, il y avait le Amazon Phone, ça c'est et le Windows Phone qui ont tous les 2 foiré, Facebook, je suis pas sûr. Bon, peu importe, si j'ai dit une connerie, corrigez-moi en commentaire, ça sera pas la dernière, hein. Mais reprends-moi à la volée. Heu, Ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin il a essayé avec son casque et son métaverse, c'était ça, c'était d'imposer le casque pour être, le portail de connexion, à un internet que lui, contrôlerait à 100 par, sans être dépendant d'un Google qui lui coupe le zizi. Google a le même problème puisque Google paye une rente à l'iPhone
pour être présent sur l'iPhone. Donc, dès que tu es un prestataire de Web 2.0, tu as des rentes à payer et tu as des risques que tu prends auprès de ceux qui ont qui contrôlent le portail d'accès, que ce soit Chrome, que ce soit l'iPhone, que ce soit voilà. Donc Zuckerberg, il faut jamais sous-estimer que il fait ces projets-là pour essayer d'avoir son hardware et sa base utilisateur. Je pense qu'il a, avec les Ray-Ban, quelque part, il tape très juste sur l'utilisation de l'IA au quotidien. Là, il l'a bien dit dans la démo. C'est vrai que quand tu as les lunettes avec la caméra, c'est vraiment le hardware ultime pour être l'interface avec l'IA, parce que du coup, l'IA voit la même chose que toi. Et ça, c'est vraiment un argument où je me suis dit, il a raison. Ouais. Maintenant, l'IA en elle-même, elle a pris en 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Quand l'IA est arrivée, il n'y a pas eu de sujet. Les gens ont adopté. Zuckerberg, ça fait combien de temps qu'il est sur ses lunettes à caméra là? Ça fait déjà 3 ans, quoi. Donc Quest, ça fait 3 ans. Les lunettes, ça fait 2 ans. Donc tu as une petite amélioration maintenant avec l'image qui est dedans, où là, le liquid glass pourrait servir. Mais moi, j'ai un gros souci où Zuckerberg, là, il est en train de faire le forceur de hardware. Mais j'ai pas l'impression que tu as une portée naturelle, une inclinaison naturelle des gens à se précipiter sur ce genre de produit, parce que ça répond pas à un sujet très profondément lié à la nature humaine. Tu vois, l'IA, c'est de suite, tu parles avec l'IA, c'est une personne, tu peux parler avec quelqu'un, elle te répond naturellement. L'adoption se fait parce que tu fais un gap hallucinant au niveau interface qui te rapproche de ce qu'est la nature humaine historique, à savoir d'interagir avec des gens en parlant. C'est aussi simple que ça. Ouais. Là, il y a un côté semi-naturel parce que les lunettes, on les a toujours connues. Puis il y a un côté bizarre parce que du coup, tu filmes les gens. Bon, je sais pas. Je trouve que ça fait longtemps. Je laisse à Zuckerberg le bénéfice du doute de continuer là-dedans, mais putain, Metaverse, MetaQuest, Ray-Ban lunettes, ouais, ça commence à faire 4 ou 5 ans qu'on en entend parler, quoi. Effectivement. Alors moi, tu vois, mon avis là-dessus, c'est que je suis convaincu que ce type de lunettes, ça sera l'avenir. Peut-être pas en objet indépendant, mais peut-être plus en objet supplémentaire, comme peut l'être une Apple Watch ou une smartwatch aujourd'hui, que tu appareilles à ton téléphone et qui te sert d'extension dans le monde réel. Donc voilà, l'Apple Watch, tu peux traquer plein de trucs, bref, tout le monde sait à quoi ça sert. Et je pense que les lunettes, ça sera un peu ça. Ça sera une extension de ton téléphone que tu pourras utiliser et qui viendra en complément, comme interface avec l'IA, peut-être pour filmer, des vidéos ou prendre des photos, en format, POV, peut-être pour avoir, tes notifications qui pop. J'avais vu dans la vidéo de Marcus Brownlee, par exemple, tu peux, voilà, écrire des messages en dessinant les lettres avec ton doigt. Tu peux, voir la carte. Ça par contre, c'est hyper pratique. Tu as le GPS, tu vois la carte avec les indications, devant toi. Il y a plein de cas d'usage qui sont vraiment top, pour ça. Par contre, moi, là où j'ai d'énormes doutes, c'est que pour moi, c'est clairement pas Meta qui va s'imposer là-dessus. Parce que, Meta, justement, ils ont pas cet historique de hardware et je pense qu'ils ont pas la confiance utilisateur. Moi, tu vois, demain, Meta sort des smart glasses, je suis pas sûr d'adopter. Si Google fait pareil, pourquoi pas? Tu vois, je me laisserai peut-être tenter. Et Google sont aussi positionnés dessus. Alors, ils ont pas, il y a des prototypes qui circulent, notamment Marcus Brownlee avait fait une vidéo sur un des prototypes de Google. Ils sont associés à Samsung notamment et avec une marque qui s'appelle Warby Parker. C'est un peu un Ray-Ban américain. Et ils ont Android XR du coup comme logiciel pour faire ça. Et je trouve qu'un Google est beaucoup mieux placé, pareil, dans ce type de situation pour arriver à faire un produit fit to market, comme tu disais. Donc fini, léché, avec en plus voilà, une association à Samsung. Donc pareil, tu as un gros nom du hardware derrière. Et en plus de ça, tu as Android, donc tu as du logiciel qui est éprouvé, qui est intégré avec toute ta suite Google, qui est intégré avec directement avec ton smartphone, comme peut l'être une smartwatch. Alors que Meta qui sort son truc, le problème c'est que c'est un produit standalone, tu vois. Ils ont pas l'écosystème logiciel qui va avec pour appuyer
ces smart glasses, ils ont pas d'Android, ils ont pas de machin. Ce qui fait que même s'ils sortent ça, étant donné que ça peut pas être un produit standalone en soi, puisque tu peux pas avoir la puissance de calcul suffisant dans dans des lunettes. Donc en fait, tu auras toujours besoin d'un téléphone dans ta poche, qui va se connecter, je sais pas moi, en Bluetooth ou quoi pour gérer le truc. Et ils ont pas d'OS. Ils ont pas d'OS, ils ont pas une suite logicielle. Bon, ils ont WhatsApp, Instagram, machin, mais je sais pas, c'est pas Moi, je te dis, il met le paquet sur le hardware parce qu'il a besoin d'un portail d'entrée pour maîtriser en fait, il fait une intégration verticale. Historiquement, ouais. les mecs en 1930, Hugo Stinnes en Allemagne, le mec, il a une mine de charbon, puis après, il achète le train, puis après, il achète... c'est l'intégration verticale, c'est ce que recherchent tous, tous les dirigeants d'entreprise, sauf Rockefeller, qui lui avait fait plutôt l'identification des business en intégration horizontale, à savoir contrôler un nœud justement d'une chaîne verticale. Et Rockefeller avait contrôlé les, les barils de pétrole et les raffineries. Voilà. Donc il s'était positionné dans le pétrole sur ces sujets très précis-là. Il s'en foutait d'être en amont et en aval, mais il voulait être le monopole du transverse, à savoir raffinerie-distribution. Mmh. Donc moi, je pense que Zuckerberg, oui, il a le monopole du réseau social, X exclu, Grok d'Elon Musk, Et YouTube, si tu peux aussi et considérer YouTube. comme un réseau social. Il est très fragile là-dessus parce que si tu veux, chaque fois qu'il y a un truc qui sort, c'est quand même ces gens-là, que ça soit YouTube ou Meta. Meta, quand Instagram est sorti, ils ont surpayé pour l'avoir parce que sinon ils étaient disruptés. Et puis quand TikTok est sorti, ça a été la catastrophe parce que TikTok Mmh. s'est accaparé toute la jeunesse. Donc tu as un gros souci de transmission intergénérationnelle des réseaux sociaux de Meta. Ça, moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que sur le long terme, c'est ce qui compte. Sur le long terme, tu ne mises pas sur la génération actuelle qui utilise ces choses-là. Tu mises sur ton pari que mon fils et ma fille, qui en ce moment ont... putain, je sais pas quel âge ils ont, ça craint. Faut que je calcule. Mon fils a 13 ans et demi et ma fille a 11 ans et demi. C'est pas parce que je sais pas quel âge ils ont, c'est parce que je suis pas sûr de en quelle année on se trouve, tu vois. euh, c'est eux qui comptent. Est-ce qu'ils vont utiliser donc ils ont pas accès à ça. Mon fils il regarde un petit peu YouTube ou alors sur leur téléphone. Justement avec Google, je leur ai programmé. Euh, Tu peux limiter avec Family Link. Tu Mmh. limites l'utilisation. Donc j'ai des applications qu'ils n'ont pas pu installer. Ils ont accès à YouTube. Ma fille a Pinterest, elle fait beaucoup de bricolage. Putain, elle veut coudre des sacs Louis Vuitton, elle aussi. Je suis foutu, moi aussi. Euh, et, et tu as TikTok qui fait peur, mais quand tu vois tous les gamins qui ont accès à TikTok, ça sera pas Facebook et ça sera pas YouTube. Je te le dis clair et net. Dans 15 ans, ces gens-là, ils seront sur TikTok ou autre. Donc, tu as un gros problème quand même de renouvellement de génération sur ces sujets-là, avec en particulier sur Facebook un problème de marqueur générationnel, où tu as une opposition d'une génération à une autre, et aucun enfant n'acceptera jamais d'aller se montrer, se prendre en photo, potentiellement, s'il y a un petit côté séduction et compagnie, sur le réseau social où il y a les parents. Donc, si les parents sont sur Facebook, les gamins vont sur Instagram. Sauf que les gamins qui sont sur Instagram, eh ben, peut-être que les prochains, ils iront sur un autre pour pas être sur le réseau social où il y a les parents. Donc, tu as un véritable challenge intergénérationnel pour être... bon, ça peut rester de l'ordre de l'anecdotique au niveau du business de Zouk, mais c'est quand même une question qui se pose sur 20 ans. La disruption des TikTok et compagnie. Mais Mmh. en tout cas, voilà, pour terminer, Zuckerberg a été le meilleur en termes de prise de risque. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il fasse ses démos live.
Ça m'a fait sourire que ça se plante. Mais putain, c'était tellement loin d'Apple qui est pris dans des mythos complets sur les Apple Intelligence et compagnie, et qui était une heure qui était ridicule. Donc si je faisais un classement des démos, des prestations de tous ces gens-là, je mettrais Zuckerberg en haut pour sa transparence et sa prise de risque. D'autant plus qu'il y a quand même des trucs qui ont super bien marché, parce qu'on retient le négatif. Effectivement, alors pour ceux qui n'ont pas vu, ils font un échange avec un gars qui est censé faire une recette de cuisine avec les Ray-Ban, et il demande aux Ray-Ban de l'aider à faire la recette, et les Ray-Ban se plantent, quoi. Il lui parle du fait qu'il doit être à l'étape 10 ou un truc comme ça. Après, il y avait une autre séquence où il devait téléphoner à un pote par WhatsApp avec les lunettes, et ça s'est mis à bugger, ça s'est mis à passer le coup de téléphone à répétition et tout. Et c'était quand même Ce qui assez me fait rire, c'est terrifiant. qu'ils disent que dis-moi. c'est le Wi-Fi à chaque fois. C'était ridicule, ouais, c'est clair. C'est comme si tu pètes au milieu de la réception de Madame la Marquise et que tu accuses le chien, tu vois. Non, mais mec, tu dis excusez-moi, je n'aurais pas dû, mais tu accuses pas des faux trucs. Bon, écoute. Ouais, là, ils ont déconné parce que de temps en temps, tu sens qu'ils ont vraiment envie de mentir pour s'en sortir. Mais c'est vrai, hein, c'est une pulsion, quoi. Donc de cacher, de faire des démos stage, hein, démos stage, ce qu'on appelle ça, c'est des démos qui ressemblent à du live, mais c'est du pré-enregistré. Ouais. Et puis là, pareil, ils se sont plantés, puis ils ont accusé le Wi-Fi. Donc tu sens que, en fait, ils jouent leur vie, quoi. Ils jouent des boîtes à des méga caps de plusieurs trilliards. Et la vérité, c'est que c'est merdique. Les Ray-Ban qu'il a présenté Zuckerberg, il y avait des trucs incroyables. Tu sais, son wristband là pour le contrôle, Oui, oui, on n'en oui, a pas oui. parlé. Le pire, c'est que ça Euh, marche avec les impulsions électromagnétiques de tes nerfs, quoi. C'est voilà. incroyable comme Non, technologie. c'est incroyable. Ça, et 90% de sa démo a bien marché sur écrire des textes ou je sais pas, il a enregistré des textes quand il parlait et tout. Incroyable. Mais grosso modo, c'est quand même, quand tu fais le bilan, si tu fais le bilan de là où on en est à ce moment-là sur ces trois trucs, Apple est à la ramasse. Apple ne sait pas faire d'intelligence artificielle et a un design liquid glass qui laisse tout le monde dubitatif. Et même les nouveaux iPhones, moi je suis désolé, mais les 17 Pro, je les trouve horribles. Oui, Zuckerberg te fait ses lunettes qui sortent dans 3 semaines. Bon, tu vois bien que c'est pas un produit fini, que c'est un prototype qui est 50% gadget, 20% je marche pas et 30% ça sera peut-être bien. Et puis tu as Google qui est en train de faire des allers-retours sur 50% de son business en mitonnant à gauche à droite sur ce qui est en train de devenir search, même si la comptabilité confirme que tout se passe bien. Euh, donc voilà, il y a tout un côté où tout le monde s'emballe autour de la tech au niveau de l'IA, mais la réalité de l'IA, c'est qu'elle apparaît dans aucun des segments de chiffre d'affaires de ces entreprises dont on parle depuis le début de la vidéo. Tous ces segments de chiffre d'affaires, des 50% de ci, des 20% de ça, l'IA n'est pas là. Donc l'IA est quand même pas près de remplacer au cumulé 600 milliards de chiffre d'affaires sur ces boîtes. Donc ça me paraît compliqué la situation dans laquelle ils se trouvent. Et cette année, Ouais. ils sont quand même un petit peu dans ce délire où ça a pas trop bien marché leur démo technique. Donc on verra ce que ça donne. Tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette incertitude, il y a des boîtes qui, peu importe qui se plante, arriveront toujours à faire de l'argent et à gagner. Et dans ces boîtes-là, il y a notamment Nvidia. C'est les Et vendeurs je de pense pelles. que ces fameux vendeurs de pelles, effectivement, et je pense qu'on peut justement conclure, parce qu'on est déjà à 1h23, après il faut encore qu'on fasse les questions de la communauté, Ouais. mais sur Nvidia et sur les vendeurs de pelles. Mais d'ailleurs, en parlant de vendeurs de pelles, moi je pense aussi une boîte que je regrette de ne pas avoir renforcée en avril et qui, pour le coup, gagnera, je pense, peu importe le résultat de l'IA, c'est Microsoft. Parce que Microsoft, ils font pas beaucoup de bruit, ils sont dans leur coin, ils continuent à faire leur truc B2B, ils intègrent Copilot un peu partout,
Et c'est un peu des vendeurs de pelles aussi, dans le sens où Azure, ça devient un cloud de plus en plus intéressant. Chose que moi je retrouve aussi un peu chez Google. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer Google aujourd'hui à Apple et Meta. C'est que Google, ils ont ce côté B2C. Même si, allez, Meta, tu vas me dire, c'est du B2B2C, parce que techniquement, leurs clients, c'est des entreprises, mais in fine, en fait, c'est du B2C, parce que s'il n'y a plus de clients B2C, il n'y a plus de clients B2B. Donc, en fait, Microsoft, ils sont plutôt dans le côté purement B2B. Leur gros cœur de business, ça va être des entreprises. Google, ils ont un peu le cul entre deux chaises parce que ils ont beaucoup d'entreprises via GCP, Google Cloud, qui pareil a une croissance à 30% par an, c'est assez hallucinant. Et ils ont aussi du B2B, donc via les ads, mais aussi via leur suite Google Workspace, qui est un peu similaire à ce que fait Microsoft avec la suite Office. Mais bref. Alors, Nvidia, tu dis que c'est les vendeurs de pelles, mais t'as pas vu la news? Tu n'as pas vu la news? Alors, de quelle news tu parles? Parce que moi, j'en ai noté plein. Allez, vas-y, balance. Alors, effectivement, ils ont investi 5 milliards dans Intel. C'est ça qui a fait, je sais pas si tu as suivi un peu les semi-conducteurs, si tu suis un peu. Oui. Moi, je suis énormément exposé aux semi-conducteurs parce qu'ASML, c'est ma deuxième position. Elle m'a régalé d'ailleurs. Elle est passée de... Alors, je l'ai rachetée quand elle était à 610 €. Elle est à plus de 800. Donc, pareil, ça m'a fait une sacrée perf. Là, je suis assez content. Et j'ai aussi Applied Materials en grosse position et Nvidia en tout petite position que j'aimerais renforcer, mais il n'y a toujours pas de bonne opportunité pour rentrer dedans. Donc 5 milliards dans Intel, donc conséquence, ça a fait bondir tous les WFE, donc Wafer Fab Equipment, donc toutes les entreprises qui vendent des équipements pour fabriquer des semi-conducteurs, puisque Intel fait partie des alors je sais pas si on peut appeler ça des majors, on n'est pas dans le pétrole, mais des trois grosses foundries, quoi. Il y a TSMC, Samsung et Intel. Globalement, à part ces trois-là, il y a rien sur le marché. Donc forcément, si tu en as une qui reçoit des investissements d'Nvidia, ça veut dire qu'elle va potentiellement balancer des capex dans des nouvelles infrastructures et donc acheter de la lithographie chez ASML, de la déposition chez Applied Materials et de la gravure du etch chez Lam Research par exemple. Donc voilà. Et en plus de ça, Intel va introduire des CPU 86, donc x86, optimisés pour l'intégration de GPU, chiplets Nvidia et la technologie RTX. Donc globalement, ils essayent d'avoir une architecture un peu unifiée avec Intel, un peu ce que peut faire AMD avec la communication qu'ils ont entre leurs processeurs et leurs cartes graphiques. Alors même s'ils sont loin AMD, ils sont moins performants sur les processeurs qu'Intel et ils sont moins performants sur les cartes graphiques qu'NVIDIA. Mais du coup, NVIDIA essaye un peu d'avoir cette connexion entre les processeurs Intel et les cartes graphiques NVIDIA. Et ils ont également signé un partenariat avec OpenAI, donc pour déployer au moins 10 gigawatts de systèmes NVIDIA dans les data centers d'OpenAI. Et ils prévoient 100 milliards de dollars d'investissement de manière progressive dans OpenAI. Donc c'est marrant, en fait, Nvidia paye OpenAI pour acheter ses propres cartes graphiques. C'est un flywheel. C'est le mec qui sponsorise ses clients. Exactement. Alors, et OpenAI, du coup, ils vont monter leur nouveau modèle sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia, avec les premiers gigawatts attendus dans la seconde moitié de 2026. Et ça va devenir donc le partenaire de calcul et de réseau privilégié d'OpenAI. Et potentiellement, qui dit OpenAI dit Microsoft aussi, puisqu'ils sont en général pas très loin derrière. Donc moi, tout ça, je vois ça comme assez positif de la part d'Nvidia. Mais absolument pas. Pourquoi? Mais ma foi, c'est Nvidia qui finance ses clients. Tu plaisantes ou quoi? Ils filent de la thune à OpenAI qui va se servir de la thune avec laquelle Nvidia a acheté pour acheter des puces à Nvidia. Mais sans déconner, quoi. C'est comme si toi, tu me filais 100 000 balles, tu investis dans Snowball, et puis avec ça, tu me dis, mais maintenant, prends-moi 1000 abonnements dans IQ Invest. Je veux dire, oui, tu ferais exploser tes chiffres en bourse, mais c'est scandaleux. Ça s'appelle un flywheel. On avait vu ça du temps de la bulle.com. Alors, on n'est pas au niveau des trilliards, mais quand même, c'est quand même pas normal que ça commence à prendre ce virage-là, dans le sens où Nvidia a un problème de clientèle. Alors, Nvidia a un problème de clientèle, pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce que sa clientèle est concentrée. Dans le sens où, si je dis pas de bêtises, il y avait une stat qui était sortie où sur le dernier exercice fiscal, 43% de son chiffre d'affaires, c'était un client. Je sais pas si c'était sur un quarter ou sur une année,
peu importe dans quelle configuration ça s'est passé, donc tu as une fragilité de dépendance à des clients ultra concentrés. Et puis, c'est des boîtes qui s'échangent de la trésorerie. Donc, quand Google ou quand quelqu'un achète des chips à Nvidia, bah, tu le vois sur IQ Invest. Moi, je le vois sur mes bar charts sur Snowball. Tu vois le bénéfice qui ne bouge pas et le cash qui se vide et le bénéfice ne bouge pas par des principes d'amortissement. Mais le cash est parti chez Nvidia et Nvidia, elle, voit un chiffre d'affaires augmenter, et puis Nvidia renvoie le cash de l'autre côté, et les mecs continuent de racheter. Donc, en gros, tu as tout qui monte, et toutes ces boîtes qui montent en s'auto-alimentant les unes les autres. On n'en est pas là. C'est pas 100% de leur business qui est en flywheel, mais le signal de ces news est extrêmement mauvais pour moi, qui me rappelle quand même que en 2001, ça a fini par le 11 septembre 2001, quoi, l'histoire de la bulle.com qui pète. Je te garantis qu'on a vu rouge pendant 8 ans. Hein. Donc voilà, c'est très positif et ça va dans tous les sens et les chiffres sont magnifiques. Mais putain, des fois, moi, quand je vois des trucs comme ça me fait... je me dis, ça va très très mal finir. Mais quand? Ça, je sais pas. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. C'est Moi, le je le vois vendeur de plutôt... pelles qui vient d'investir dans la boîte des gens qui achètent les pelles. Moi, je le vois plutôt comme essayer de faire en sorte que sur les 20 prochaines... Enfin, pas les 20, mais sur les 5 prochaines années, toutes les infrastructures d'OpenAI qui sont donc construites par Microsoft soient du NVIDIA et pas du AMD, et que ce soit 100% du NVIDIA pour renforcer leur partenariat stratégique, quoi. J'ai exagéré le trait. Mais je comprends où tu veux en venir. Est-ce que les dépenses en capex absolument monstrueuses que font les big tech sont sustainable, durable dans le temps sur les prochaines années? Ça, c'est la vraie question, quoi. Non, c'est le souci, il est là. La tech qui se porte bien, c'est Microsoft, Google et Nvidia. Qui j'oublie là, Zuckerberg, ça se porte bien aussi. Donc il y a vraiment qu'Apple qui a la ramasse. Si tu vas plus loin dans la chaîne, effectivement, tu as les semi-conducteurs qui se portent très bien aussi en ce moment. Voilà. Donc tout ça fait des chiffres d'affaires et a des ratios financiers qui sont délirants. Il n'y a pas de souci, je ne le conteste pas. Oracle qui s'est envolé. T'as vu Oracle 40% en un jour. 40%. Alors ça, c'est du délire. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça fait peur pour le coup. Non, mais voilà. C'est ça qu'il faut voir, c'est que tu as vraiment des fondamentaux comptables délirants et positifs. Tu ne peux pas passer à côté de ces boîtes. Et moi, j'adore y être exposé au travers plutôt d'ETF. J'en profite, j'adore, je n'ai rien à foutre en fait. Non, mais je suis content d'y être exposé au travers d'ETF. Mais quand je prends les cas individuels de chacune d'entre elles et que je m'interroge en passant une liste de questions que j'ai moi, hein, qui sont des questions d'hygiène. Si tu veux, quand tu prends un avion, un pilote fait une checklist, quoi. Hein. Moi, les fragilités de dépendance à des clients trop concentrés ou à des fournisseurs uniques, ce sont des risques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, ça me fait peur parce que, comme je disais tout à l'heure, des risques qui sont à 10%, en fait, sur 20 ans, c'est une chance sur 2. Voilà. Donc, j'ai un gros problème de... À la fin, quel est mon problème? Mon problème, il est que tu es trop jeune. Mais en gros, si on avait discuté de ce podcast il y a exactement 10 ans, en 2015, rien de ce que sont ces boîtes aujourd'hui n'était prévisible en 2015. Donc en fait, ceux qui ont investi dans ces boîtes en 2015 en faisant des conjectures et des projections de chiffre d'affaires, ben, l'avenir comptable leur a donné raison. Mais rien de ces boîtes, à part Apple qui n'a pas bougé et qui est son problème d'aujourd'hui, plus rien de ces boîtes ne correspond à ce qu'elles étaient il y a 10 ans, quoi. Et ça, c'est terrifiant parce que tu te dis ça aurait pu partir en couille complet. Parce que Google n'a absolument plus rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça.
dans la nature de son business, dans ce qu'elle fait, dans les risques auxquels elle fait face avec l'IA, tout ça. Donc oui, je conçois qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont très contents de ces fondamentaux, mais voilà, si je fais une machine à voyager dans le temps, que je vais parler avec eux il y a 10 ans et que je leur dis il va y avoir tous ces changements, mais je te donne pas les chiffres, je pense qu'ils vendent. Si je leur donne pas les chiffres, parce que dans le vrai fondamental, qui est tous ces changements sont passés, c'est censé être terrifiant. Voilà, moi j'estime qu'il y a une partie chance en ce moment sur ces boîtes qui est non Ah mais négligeable. complètement, mais tout investissement quelque part est un pari, quoi qu'il arrive. La certitude 100 n'existe pas et tu vois, juste pour Non. terminer sur Nvidia très rapidement, il y a eu aussi la news de Huawei, qui lance ses nouvelles puces, pour essayer de concurrencer Nvidia, donc en Chine, parce que la Chine a interdit l'import de puces Ouais, Nvidia. D'ailleurs, ça avait été une des bonnes news du trimestre dernier sur Nvidia, c'est que la Chine allait pouvoir réimporter des puces, alors pas les dernières, mais celles d'avant, je sais plus lesquelles. Bon, finalement, la Chine a interdit ça, donc pas de puces Nvidia pour la Chine, mais du coup, on a Huawei qui développe ses propres puces. Bon, moi, comme toujours, quand on me parle de Chine et d'innovation technologique, j'ai tendance à pas prendre ça très, très au sérieux. Peut-être à tort, peut-être qu'un jour, ça va me retourner ça dans le visage, comme un élastique, tu vois? Et je vais me dire: «Merde, j'aurais dû investir en Chine». Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour te donner un ordre de grandeur, donc la puce, la plus haut niveau de chez Huawei, donc c'est la Huawei Ascend 910C. Si tu la compares à la puce la plus haut niveau de chez Nvidia, donc la H100, c'est à peu près 25 à 30 de la puissance en calcul, 15 à 20 de la puissance en inférence et 50 à 60 de la puissance en mémoire à bande passante. Donc on est extrêmement loin des chiffres d'Nvidia. Heu, Moi je suis pas convaincu qu'ils arrivent à concurrencer Nvidia, notamment parce que Nvidia, ils ont au-delà du hardware, ils ont CUDA, et ça c'est vraiment leur avantage compétitif le plus fort. tout à fait. Heu c'est assez monstrueux d'ailleurs comme truc, Écoute, mais bref, voilà. moi, comme je te dis, j'ai de l'ETF SP500 et j'ai un peu du World. Enfin, Ouais. un peu. Non, non, j'ai du World costaud. Et en fait, ces deux-là, donc t'as pas mal de boîtes internationales dans le SP500. Hein, Coca-Cola, Mmh. tu vends partout dans le monde. Hein, donc, tu as une exposition mondiale, faut pas le sous-estimer Ouais. quand tu as du Coca-Cola. Mais effectivement, la Chine en est souvent exclue, parce que la Chine s'est isolée de toutes les boîtes tech, puis même sur les boissons, ils ont Nongfun Spring, je ne sais pas si je prononce bien. Bon, pour tout un tas de raisons, moi je voulais être exposé à l'Asie d'une manière ou d'une autre, et du coup j'ai quand même mis un ticket perso sur Alibaba, seul au milieu du désert. Donc il y a eu ce qu'on appelle la traversée de la vallée de l'humilité. Effectivement, ça a été très long, mais je ne pouvais pas. En fait, le prix d'Alibaba baissait, alors que pour le coup, ses fondamentaux comptables et ses fondamentaux de business ne changeaient pas. Parce que depuis tout à l'heure, on fait la dualité dans la tech entre les fondamentaux business, où moi je vois des risques, et les fondamentaux comptables qui sont magnifiques. Sur Alibaba, le prix a baissé, et les fondamentaux business, le business que faisait Alibaba, sorte d'Amazon asiatique, il était ce qu'il était, mais il n'avait pas changé de nature, il n'avait pas changé de nature concurrentielle ou de nature intrinsèque, et les chiffres continuaient de suivre leur petit bonhomme de chemin, au prorata de quelques ralentissements pour la crise chinoise, et le prix ne faisait que tomber, 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 tomber. Donc moi, je n'avais dans toute mon existence d'investisseur valeur sur 15 ans, j'avais jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire l'investissement où tout va bien, business, compta, et le prix baisse, 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 baisse. Voilà. Donc j'ai acheté pas mal d'Alibaba, et je peux te garantir que depuis le début de l'année, c'est euh, c'est sans regret du coup, parce que ouais, depuis le début de l'année, j'ai la chance que cet investissement qui était un peu traversé du désert depuis 3 ans, soit remonté. Si je dis pas de conneries, on doit taper les 170 aujourd'hui. J'ai un PRU à 100, et j'ai mis un paquet là-dedans. J'ai vraiment mis beaucoup. Hein. Donc, écoute, moi, c'est mon exposition à la Chine. J'en ferai probablement pas d'autres. Tu Celle-là, pas je des la cimetières comprends. chinois aussi?
Oui, ouais, non, mais ça c'est anecdotique, ça c'est pour payer, ça c'est pour payer les vacances. Mais oui, oui, j'ai des petites rentes, de cimetière chinois. Je l'avais oublié, tiens, tu vois? Voilà, donc pour moi, le problème de la Chine, c'est qu'il faut y aller en direct dedans, parce que souvent tu l'as pas dans les ETF. Tu l'as dans le emerging market, mais Ouais, ouais, mais c'est ouais, bon. ouais, bon. Ok, Allez, question de la ok, ok. communauté. Donc, petite question de la communauté, c'est le nouvel exercice de fin d'émission à chaque fois. Donc, posez les questions pour l'épisode suivant. Dans les commentaires, on y répondra. Et on avait demandé si le format vous plaisait. On a eu énormément de retours positifs de la part de tout le monde. Très sympa de votre part. Après, voilà, ça a été un petit peu noté que parfois je parle trop. Je m'en excuse. J'espère que c'était plus équilibré aujourd'hui. On vous avait posé la question sur la longueur. Donc, bon, la longueur, en fait, on fera les podcasts. Voilà, on va pas essayer de les étirer et on va pas essayer non plus de les compresser. Tant qu'on a des choses intelligentes à dire, je pense que ça vaut le coup qu'on les dise. Après, bon, j'en sais rien si elles sont intelligentes, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, on va essayer de laisser libre cours à cette histoire de durée en fonction de l'intérêt qu'on y trouve nous. Et puis vous nous faites un retour au fur et à mesure si ça vous convient pas. Donc la dernière fois, on avait parlé de pétrole. J'avais dû dire j'avais dû donner mon avis sur Total, où j'avais alerté que si moi je regardais cette boîte, la première chose que j'aurais essayé de comprendre, c'est comment le dividende était financé. J'avais parlé par hypothèse et il y a mon cher collègue V-Invest4 qui m'a répondu. Donc sur Total, V-Invest4 me dit, si je dis pas de bêtises, Total investit encore 2/3 de ses capex dans le pétrole et le gaz, seulement 1/3 pour les renouvelables, car il cherche les projets les plus rentables et il y en a pas beaucoup. Et ensuite, pour le dividende, j'ai vérifié depuis, le dividende fait qu'augmenter. Et j'avais dû dire que peut-être il y avait eu des coupures et tout ça. Donc moi, je parlais de manière hypothétique. C'était peut-être pas clair, mais merci pour la précision. C'est ce qu'il faut regarder chez Total, à savoir à quel point aujourd'hui il verse du dividende qui a de l'intérêt d'un point de vue rentabilité, tout en surveillant qu'il n'est pas financé en fait par de l'argent qui n'est plus investi. Donc là, je comprends que c'est pas le cas. Du coup, je comprends que le dividende est intéressant. Après, il faudrait quand même que je bosse un peu plus la boîte. Et il y a eu une news sur Total, c'est que ils ont annoncé qu'ils allaient se faire coter au NYSE. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'ils quittent la France, mais ça veut dire qu'il va y avoir un afflux de fonds provenant des États-Unis. Ça pourrait, par simple liquidité, contribuer à l'augmentation du cours de Total. Et puis, je vois que tu es revenu, Hugo, mais je traite un Ouais, deuxième commentaire de la vas-y. part de Nicolas Houillet, qui me précise encore sur la discussion qu'on avait eue sur les pétrolières. Donc, très bon, salut Nicolas, qui commente aussi pas mal les vidéos où on est présent. Très bon format et excellente émission. Grand merci à toi, Nicolas. Pour rebondir sur un commentaire de Mathieu sur le métier des majors, Total avait effectivement mené une analyse interne il y a quelques années visant à passer en revue ces différents business pour déterminer quel était le cœur de métier de l'entreprise, celui sur lequel ils avaient un avantage compétitif ou un mode quasiment unique. Et ils en étaient arrivés à la conclusion que le seul métier clé que les autres ne pouvaient pas faire mieux qu'eux était la capacité à négocier des contrats exploration et production avec les États. Voilà. Donc, merci pour la précision, Nicolas, parce que effectivement, c'était un des sujets prépondérants qu'on avait repéré dans la discussion pétrolière de la semaine dernière. Donc de mon côté, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je vais te passer la parole si tu veux en lire quelques-uns, Hugo. Mais un grand merci à tous. On a eu énormément de retours positifs de votre part sur le format du podcast. Je t'en prie, Hugo, reprends la parole. Tout à fait. Effectivement, beaucoup de retours positifs, beaucoup de commentaires. Tiens, je suis pas allé checker si on avait eu des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Faudra qu'on regarde pour la prochaine fois, mais hésitez pas à mettre des avis et des notes 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Commentez la vidéo, nous posez vos questions. Là, actuellement, donc dans le prochain podcast, on traitera vos questions de cet épisode.
Et effectivement, il y en a quelques-unes. Tom J. Hardin, notamment, qui nous dit Parex a fait plus 60% depuis mars quand même. OEG Autoliner, alors ça je connais pas, 40% de dividende yield et x11 dividendes réinvestis en 3 ans et demi. Bon, OEG Autoliner, je saurais pas dire. Mais Parex qui fait plus 60% depuis mars. Moi j'ai envie de dire, il faut toujours faire attention à la performance court terme. C'est pas parce que tu as une entreprise qui performe bien depuis mars, c'est extrêmement peu de temps, que ça veut dire que ta thèse d'investissement est validée et que Parex, dans les 10 prochaines années, va continuer à verser son dividende et va continuer à faire ça. Pour moi, c'est pas du tout un gage de, enfin, c'est pas du tout un point à apporter comme qualité pour la société Parex. Mais bref, petite digression, parce que justement, j'ai souvent ce type de commentaire. Tu sais, quand tu parles en négatif d'une boîte pour ses fondamentaux, quelqu'un qui te dit oui, mais elle a fait plus X% depuis telle date. En général, c'est des périodes court terme. Oui, mais les gars, moi, j'avais eu, à l'époque, j'avais défoncé la société Stellantis, par exemple, quand je disais que jamais de ma vie j'investirais dans l'automobile pour plein de raisons. Euh, et tout le monde me disait ouais mais regarde depuis qu'elle a été introduite en bourse elle a fait tant de pourcents. Bon j'ai envie de vous dire les gars regardez le cours de Stellantis aujourd'hui, ça vous donnera un bon exemple de pourquoi il faut pas regarder les performances court terme mais les fondamentaux. Tu voulais peut-être dire quelque chose là-dessus? Simple remarque, moi j'ai travaillé énormément sur mon tempérament personnel parce que le risque en bourse, il est pas dans ce que vous achetez, il est dans votre réaction à ce que vous achetez, la manière dont ça se comporte et la manière dont vous l'avez acheté. Ça, c'est très, très important de comprendre ça parce que tout le monde vous dit: «Le marché monte, de 9 en moyenne par an, sur l'historique». On n'en a rien à cirer. Le risque dans le marché est autant dans votre, décision d'achat que dans le risque intrinsèque du marché lui-même parce que si vous l'avez mal fait, si vous l'avez pas fait avec le bon argent, si vous l'avez pas fait au bon moment, si vous avez besoin de décaisser l'argent, si vous n'avez pas, l'estomac, pour tout un tas de raisons, il y a énormément de gens, il y a les gens entre guillemets qui n'investissent pas en bourse parce qu'ils ont une approche de l'épargne qui est normale. Ils mettent l'argent à la BNP sur le livret A. Ces Mais qui est gens-là, un risque en soi. qui est un risque en Peut-être soi. un risque inconscient mais qui est un gros risque en soi. Donc ils vont perdre sur le long terme avec l'inflation. Mais il y a aussi des gens qui sont capables de perdre de l'argent. Et c'est très fréquent, quoi. Des gens qui perdent de l'argent dans des marchés haussiers du moment. Enfin, le marché est Oui. haussier depuis je sais pas combien d'années, et tu as des gens qui perdent de l'argent en bourse. Ça n'est pas normal. Effectivement. Et d'ailleurs, je vais te dire, moi qui ai donc la partie gestion de portefeuille dans l'application, j'en vois beaucoup passer des portefeuilles. Ah. Et des portefeuilles qui sont flat depuis 5 ans, j'en vois beaucoup. Et si vous voulez éviter... c'est parce qu'ils changent beaucoup, il y a de la rotation ou... Non, des portefeuilles en négatif sur 5 ans, c'est rare. Oui. Mais par contre, des portefeuilles flat, alors que les marchés, depuis 5 ans, ils n'arrêtent pas de monter, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, ma philosophie, c'est de faire du stock picking pour battre le marché, parce que si je le fais pas, dans ces cas-là, je mets tout mon pognon dans un ETF, et puis je vais jardiner au lieu de m'intéresser à faire des analyses d'actions. Tu vois, je vais faire autre chose de mes journées. Moi, je bricole. Ça sert Exactement. Donc, en fait, si jamais mon stock picking bat pas un ETF, ça sert à quoi de faire du stock picking? Donc, bon, mis à part le fait que ce soit hyper enrichissant intellectuellement, mais... Ça compte aussi. On en reviendra sur une autre émission. Mais donc, du coup, y a beaucoup de portefeuilles que je vois passer qui, effectivement, sont flat depuis 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose que, en tant qu'investisseur, vous voulez absolument éviter. Et des gros portefeuilles, hein, des fois avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais ils ont tous la même caractéristique. Ils ont plus de 20 à 30 lignes en portefeuille. Tous les portefeuilles que je vois flat sont des portefeuilles, justement, qui sont beaucoup trop diversifiés. Et ça, moi, j'en suis persuadé. En stock picking, si tu veux performer, il faut être concentré. Moi, j'ai un objectif de 15 positions maximum en portefeuille. C'est pour ça que je suis concentré. Et non seulement ils ont tous la particularité d'avoir beaucoup de positions, mais je dirais la deuxième particularité, c'est énormément de PEA. Beaucoup trop d'actions françaises et européennes. Vraiment beaucoup trop. Et les noms que tu retrouves toujours les mêmes noms de toute façon dans ce type de portefeuille qui sont flat depuis 5 ans, du Ruby, du Total, du Air Liquide,
Bref, que des sociétés qui effectivement ne font pas de performance quand les marchés américains s'envolent grâce à la tech. Ouais, moi, je pense que je dois avoir 15 positions, mais en fait, il y a tellement de déséquilibre entre mes grosses lignes et mes faibles lignes. Les faibles lignes, je les garde parce que tout mon portefeuille est plus ou moins dans le vert, parce qu'il est vieux. Sauf que les lignes où j'avais à l'époque, il me reste 2-3 lignes où j'ai une action, donc c'est ridicule. Ça fait partie de 15 lignes, Oui. mais je pense que si je prends que les actions où j'ai investi costaud, c'est UNH, British American Tobacco, Alibaba, je dois avoir, LVMH, Ricard, et ensuite j'en ai 2-3, ouais, je dois être sur 5 qui sont dans mes volumes d'investissement, que j'essaye d'avoir aujourd'hui, et peut-être 2 de plus qui traînent, qui ont déjà 2-3 ans, où j'avais moins de pognon, comme Micron et compagnie. Donc je suis sur du concentré sur 5. Bah, c'est excellent, c'est ce qu'il faut. 5 à C'est 7, comme, tu sais, Peter Lynch, ouais. bon, il paraît qu'il avait plus de 1000 Ah, positions il en était monté à portefeuille, 1000, ouais. mais en fait, son top 5, ça représentait plus de 60% de son C'est ça, portefeuille. c'est Donc ça, quand on dit concentré, en soi, c'est pas tant le nombre d'actions dans l'absolu, c'est mais il ça. faut que ton top 5, il fasse plus de 50% de ton portefeuille, Ouais, ça moi, c'est c'est le sûr. cas. Alors moi, sur mon plus de 50% de mon portefeuille, c'est mon top 2. Ah ouais, voilà, Ah c'est hyper concentré pour le coup, mais ah oui, oui, mais bon, ça se mais passe c'est très bien, bien. c'est comme C'est ça que tu British voilà. American Tobacco et Alibaba, c'est mon top 2 où j'ai mis un tas de pognon dessus, et où ça monte, et c'est complètement délirant la manière dont ça monte depuis janvier. Et en fait, c'est là que je voulais réagir à ce que tu dis. J'en ai rien à cirer parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon tempérament pour, avoir une approche de long terme, ce qui m'a fait, comme je l'ai mentionné, rater Facebook, quand je me suis dit: «N'y va pas juste pour 1 an ou 2 parce que tu es pas là pour jouer des coups». Et du coup, c'est pas le sujet, quoi. Donc faut être autant détaché quand ça baisse que quand ça monte, et ça se travaille, hein, il y a pas de souci les gars, faut passer le temps en face de ses actions et aller jardiner. Tout à Qu'est-ce fait. qu'on prend des commentaires en plus? Tu veux en prendre d'autres? Ouais, effectivement, j'en avais vu d'autres. Une question pour Hugo: pourquoi tu prends CNQ à Toronto et pas au NIS? Tu ne préfères pas avoir tes dividendes en USD, plus facile à réinvestir sans payer de frais de change? Alors, c'est Herman Clément, 5741. Alors, bon, sur Interactive Brokers, déjà, il y a pas de frais de change, ou en tout cas, ils sont tellement ridicules, que ça compte pas. D'autant plus que les frais de change sont les mêmes, que ce soit en dollars ou en canadian dollars, puisque in fine notre devise c'est l'euro. Et pourquoi je le prends à Toronto et pas au Nice? Tout simplement puisque personnellement, j'aime l'idée psychologique de toujours avoir la cotation primaire de l'action. Donc je sais pas, c'est peut-être débile, mais quand j'achète une action, je veux avoir sa cotation primaire. Donc si j'achète LVMH, je l'achète pas en Allemagne, je l'achète à Paris. Si j'achète CNQ, bah, j'ai envie de l'acheter à Toronto et pas au Nice, tout simplement. Voilà. Ouais, puis c'est peut-être plus facile aussi Et d'avoir la lecture des risques de taux de change. Parce que du coup, déjà, si tu achètes en dollars et que toi, tu es en euros et qu'à la base, ça génère du profit en canadien dollars, ça te fait 3 taux de change à faire effectivement, la ouais. gymnastique intellectuelle tout le temps. Moi, je ferais comme toi, surtout pour ça. Effectivement, c'est aussi un point et puis c'est toujours intéressant d'avoir une devise en plus, en portefeuille. Bon, même si techniquement toutes les devises du monde sont indexées sur le dollar, mais théoriquement ça fait un peu de diversification. Heu Bah écoute, je partage les commentaires. Je vois pas mal de remerciements. Merci, merci Michael Miranda, Effectivement. Dry My Tears, Marc Gill. Le podcast est pas trop long, au top. Grand merci. Voilà, vous avez été très nombreux à commenter. Fab Marc, que je vois beaucoup dans les commentaires et qui me suit sur X. Salut Fab. Nicolas en a parlé. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vais en prendre un dernier pour conclure de Ouais. l'Oranger 62. Une fois les 25% d'IS payés, il faut payer le PFU de 30%, donc investir via la société n'a aucun intérêt. Bah, je suis pas d'accord avec toi, tout simplement puisque quand tu perçois des dividendes en perso, tu es imposé à 30% sur la totalité. Donc ta flat tax, tu vas la payer sur l'un des 100% de tes dividendes. Si tu investis en société, tu payes 25% d'IS sur ces 10 dividendes, puisqu'ils sont directement considérés comme du bénéfice. Mais
tu ne te reverses pas, toi, en perso, 100% des bénéfices de la société en dividendes. Si ta société, elle crache 1 million de bénéfices par an, ce que je te souhaite, t'as pas besoin d'1 million de dividendes pour vivre. Donc tu peux te reverser juste 50 000, 100 000 par an, et du coup tu payes tes 30% de PFU sur ces 50 000, 100 000, et sur tout le reste, tu bénéficies du coup de 5% en moins pour réinvestir tes dividendes. Donc déjà, tu peux très bien avoir une société, investir via ta société et ne pas te verser ces dividendes en dividendes, te verser que ton revenu opérationnel par exemple et réinvestir les dividendes, ce qui fait que tu économises 5% de flat tax, enfin 5% d'impôt. Et en plus de ça, au bout de X temps, même si ta société elle crache tellement de dividendes que tu peux largement en vivre, l'avantage c'est que tu n'es pas imposé sur 100% de ces dividendes à la flat tax, tu peux choisir ce que tu te reverses en perso en tant que dividende. Tu peux choisir de ne pas te verser des dividendes, mais de te verser un salaire aussi. Enfin bref, c'est beaucoup plus flexible. Tu peux faire ce que tu veux. Et l'avantage de la société n'est pas que pour les dividendes d'entreprise. Mais je te donne un exemple tout con. Si tu veux acheter des SCPI, il vaut mieux le faire via une société, parce qu'en perso, tu es imposé à plus de 50%, en société, tu restes à 25%. Donc par exemple, si tu perçois des loyers de SCPI via une société, c'est seulement 25% d'IS qui sont payés. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le format holding patrimonial, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as beaucoup de patrimoine, tu l'as pas en perso, tu passes par une société qui va être une holding patrimoniale qui va détenir tout ce patrimoine, et ensuite, toi, tu vas te reverser de cette holding un salaire ou des dividendes, mais qui ne vont pas être sur 100% des bénéfices de la holding qui seront réinvestis dans la société. Enfin bref, voilà, c'est un peu pour ça que investir via une société est, selon moi en tout cas, beaucoup plus avantageux à long terme. Après, tu Et crois il que faut ça vaut pouvoir le le faire. coup si tu fais une société que pour ça, alors que tu n'as pas des revenus professionnels sur ta société? Tu crois que ça vaut le coup quand même? Parce que toi, tu as ce format d'investissement par rapport à ta holding qui est au-dessus de IQ Invest. Moi, j'ai que la société IQ Invest pour le moment. Je fais tout D'accord. sur cette société-là. Ok. Mais ouais, après, alors j'imagine que c'est des calculs qui doivent se faire avec un comptable ou un avocat fiscaliste, mais au bout d'un certain montant de patrimoine, ouais, même si ta société n'a pas de revenus opérationnels, ça doit être plus avantageux. Ok. Parce qu'en soi, voilà, si à titre perso, tu as un patrimoine de 10 millions qui te verse, allez, mettons 10%, donc ça veut dire que tu as 10% de rendement par an, ça veut dire que tu es imposé, quoi qu'il arrive, sur ces 1 million. Alors qu'en soi, tu n'as pas besoin d'1 million pour vivre tous les ans, donc tu pourrais très bien économiser des impôts en ne te versant que, je sais pas moi, 100 000 et réinvestissant les 900 000 ensuite au sein de la société, quoi. Très bien. Voilà. Donc, grand merci pour tous ces ouais. commentaires. N'hésitez pas pour les prochains, on revient dessus. Si on n'a pas tout traité et que votre question, vous estimez qu'elle était légitime, vous la remettez dans le prochain et vous nous rappelez que vous attendez une réponse. On fera Tout à l'effort parce fait. qu'il y a eu beaucoup de commentaires et c'est compliqué pour nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? On s'arrête là? Eh ben, pareillement, bonne fin de journée à tous et nous, on va aller manger. Eh ben voilà. Allez, ciao Hugo. À très bientôt. Salut tout le monde.